Cet après-midi, dans 1001 vies, nous recevons 3 jeunes femmes au destin brisé. Francisca est passionnée de cuisine. Admise dans une prestigieuse école, la jeune femme décroche un stage dans un restaurant étoilé. C'est un rêve. Quand on regarde le plat, on dit « Waouh, j'ai participé à faire ça ». On est trop content. Le rythme est soutenu, mais Francisca est fière de se voir confier des responsabilités. Mais un jour, la situation bascule. Mon chef a fermé la chambre froide. Il me dit « Est-ce que tu appelles ça éplucher des pommes de terre ?» Sur le coup, je réponds pas et là, c'est une gifle. À 17 ans, Victoire est repérée dans la rue. 2 mois plus tard, la jeune femme s'envole pour défiler à New York. Quand vous arrivez dans l'agence, on prend vos mensurations et là, ça ne va pas. Vous êtes trop grosse. Et du coup, j'ai essayé de me faire vomir. Je prenais des laxatifs. Sans s'en rendre compte, Victoire est aux portes de l'anorexie. Son monde se brise. On voyait mes os de partout. C'était véritablement de la maltraitance, dans le sens où ils vous demandent d'être à l'état de squelette. Et c'est extrêmement dur de se reconstruire après. Alicia intègre l'école de l'Opéra de Paris à 8 ans. Petit à petit, elle s'isole et souffre en silence. Faut rentrer son ventre, faut rentrer ses fesses, se tenir droite. On danse non-stop. J'avais les pieds en sang. C'est une torture. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour à tous, merci d'être là au rendez-vous. Les invités que je reçois cet après-midi avaient tout un rêve, celui de devenir mannequin pour Victoire. Pour Francisca, c'était tout vu. Elle serait chef étoilée. Quant à Alicia, elle s'imaginait déjà en danseuse étoile. Elles ont travaillé dur et fait beaucoup de sacrifices dans l'espoir de toucher du doigt cet idéal, cette carrière magnifique qui s'offrait à elles, jusqu'au jour où elles se sont brûlées les ailes et ont connu la désillusion. Alors y a-t-il forcément un prix à payer quand on veut réaliser son rêve? À quel moment est-ce qu'on doit dire stop? Comment renoncer à une carrière que l'on a idéalisée? Surtout, comment se réinventer une autre vie quand on a tout misé sur une seule voie? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec mes invités cet après-midi. Alors Victoire, s'il y a une image à retenir de cette expérience très particulière, puisque vous avez été top modèle pendant 7 mois, ce serait quoi? C'est quand j'ai travaillé pour une grande marque italienne. Et en fait, on m'a mis un produit absolument atroce dans les cheveux qui s'apparentait un peu à de la glu ou à une colle. Voilà, je ne sais pas ce que c'était. Mais en tout cas, quand je suis arrivée dans mon hôtel le soir, je me suis peignée et j'ai perdu une mèche entière de cheveux. Et donc, c'est assez traumatisant quand vous êtes une jeune fille de 18 ans. Et j'ai appelé donc mon agent en lui disant c'est horrible, je perds mes cheveux. Et il m'a dit ah oui, mais c'est normal, c'est cette marque-là. Et ce qui était encore plus terrifiant, c'est qu'effectivement, il me dit c'est normal. Donc il savait très bien là où il m'envoyait, mais voilà, il l'a fait quand même. Mais je trouve que c'est une bonne image de comment on vous traite ou maltraite plutôt dans ce milieu-là. Bon, merci parce qu'on va effectivement raconter comment vous vous êtes retrouvés là-dedans, et parce que ça ressemble à un coup du destin magnifique, un conte de fées au départ, et effectivement vous racontez bien ces petites situations qui ressemblent à des humiliations et des choses étranges qu'il faut subir en fait pour accepter d'être en couverture des magazines. Alicia, vous aviez un rêve, c'était d'être danseuse étoile. Petit rat de l'opéra, ça fait rêver le monde entier. Et là aussi, pour qu'on comprenne ce que vous devez subir ou ce que vous avez subi, est-ce qu'il y a une image comme ça qui peut être parlante pour nous tous? En fait, c'était vraiment paradoxal parce qu'on allait très mal. Mais on nous a toujours dit, voilà, il faut continuer à sourire, il faut montrer que tout va bien. Voilà, c'est du spectacle. Donc, on est là pour le divertissement des personnes. Donc, on n'est pas là pour montrer que ça va pas. Donc, on vous inculque une sorte de culture du sacrifice. Voilà. Francisca, vous avez rêvé d'être chef. Ouais. Et là, on sait que c'est difficile. Il y a tellement d'émissions là-dessus où on voit bien que ça repose sur le stress. Mais on n'imagine pas à quel point. Non. Le stress, si vous arrivez à en parler, parce que je vois que ça reste émouvant pour vous aujourd'hui, c'est dire à quel point c'est fort. C'est une image comme ça qui nous dirait à quel point c'est difficile. Je travaillais moi en journée continue, donc l'après-midi je devais faire la mise en place. Et ce jour-là, je devais faire mise en place poisson et mise en place viande. Et j'avais trop de choses à faire parce que j'étais la seule à le faire. Et quand mon chef est arrivé à 6h, j'entends « Francisca !» J'arrive, il était dans la chambre froide. Et là, c'est une gifle que j'ai jamais... Enfin, personne n'a osé lever la main sur moi, mais lui, il a pas hésité, quoi. J'avais tellement envie de réussir que j'ai rien dit à personne pendant des mois et des mois. Ça a été très, très long. Bon, on va raconter effectivement tout ça, vos histoires. Merci en tout cas de faire partager ça et d'être dans la transmission, parce qu'au fond, on a bien senti que vous avez envie de prévenir ceux qui voudraient
avoir le même destin que celui dont vous rêviez. Alexia, merci d'être là, vous êtes psychologue. Est-ce qu'on peut savoir, Francisca, pourquoi c'était une vocation pour vous de faire de la cuisine? C'est venu comment dans votre tête? C'est en fait, déjà toute petite, je viens d'une culture où la cuisine est très présente. Je suis corse. Ouais. Et c'est vrai que, voilà. Là, vous avez, comment ça s'appelle, une toque? J'ai une toque. Alors, vous êtes une petite fille, vous avez quel âge? J'ai de 6-7 ans. C'est à l'école. C'était le spectacle de fin d'année et on avait fait donc des gâteaux et on avait tout préparé ensemble et j'ai décidé de mettre la toque. D'accord, mais Voilà, j'étais très fière. Et qu'est-ce que vous ressentez petite pour que ça devienne une vocation? C'est trop contente. Je suis trop contente, ça me plaît. J'ai envie de faire plaisir aux gens. Et c'est vrai que ça a toujours été comme ça. Bon, j'ai fait une scolarité normale, entre guillemets, j'ai passé mon bac. Et c'est après, en fait, où j'ai décidé que finalement, je ferais ça, quoi. C'était une évidence. Ouais. Déjà, au début, à la base, je cherchais juste des cours de cuisine. Et je suis tombée donc, sur le site de mon école. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Une école très prestigieuse. Ouais. Et j'ai réussi l'entrée. Il y avait 3 concours et j'ai réussi les trois concours. Et en septembre 2012, j'ai fait ma rentrée. Donc la sensation d'être choisie. Ouais. Donc c'est gratifiant. C'est gratifiant, mes parents fiers. Tout le monde, en fait, tout le monde chez moi, même je viens d'un petit village, donc tout le monde se dit waouh. On est l'élu. On est l'élu, mais c'est ça. Mhm. Surtout quand l'école est vraiment très très réputée, même dans le monde entier, où on a de très grands chefs, des meilleurs ouvriers de France qui nous donnent des cours. Puis on se dit, ça y est, c'est le rêve qui commence, et puis on est trop contents. C'est un rêve. Et donc vous parlez de la fierté de vos parents, ils sont dans ce milieu-là? Pas du tout. Mon père est directeur artistique et ma mère est hôtesse de l'air. Donc rien à voir. Et alors ce qui est fou, c'est qu'au départ, parce que vous en parlez avec le sourire, on verra que c'est des choses plus émouvantes, mais vous en parlez avec le sourire, et au départ, vous avez la sensation d'être à votre place. Oui, complètement. J'ai des amis, c'est la première semaine, donc on fait connaissance. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, la fille qui est assise en face de moi, elle veut un robot ménager pour Noël, et moi aussi. Non, mais c'est tout bête à dire, mais... Ça dit tout. C'est qu'il n'y a rien d'autre. Je veux pas le dernier téléphone, je veux pas le dernier sac. Je veux un robot ménager pour faire des pâtisseries. Et elle veut aussi. C'est énorme. Et j'ai jamais rencontré de... Quand on veut le même robot ménager, ça crée du lien. Non, mais c'est ça. Donc vous avez la sensation de rencontrer des gens qui ont la même passion. Ouais. Et puis les activités, ça vous plaît, vous apprenez. On apprend. Moi, ça me dérange pas d'être à 6h en cuisine pour commencer mes TP. 6h du mat. 6h du matin, oui. Et c'est vrai que ça me dérange pas de courir dans tous les sens, de pas avoir de pause, de pas manger le midi, parce qu'il y a cette espèce d'adrénaline qui fait qu'à la fin, on veut rendre un plat et on veut que ça soit le top. On veut que ça soit énorme et que notre chef nous dise ça j'ai jamais mangé, j'ai jamais mangé quelque chose comme ça. Donc moi j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis tout, c'était ma vie, je vivais pour ça. C'était clairement, je vivais pour ça. Ouais, alors du coup ça me fait un petit peu rebondir sur un thème qui est pas tout à fait le même, mais ça me fait un peu penser aux personnes qui peuvent se mettre en situation de burn-out en fait. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans votre passion, vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous épanouit totalement. Et bon, dans un contexte où les personnes qui vous encadrent vous en demandent trop, vous êtes prête à le faire, en fait. Oui, complètement. Et donc un univers, on va dire, qui devient uniquement ce que vous êtes en train de faire. C'est ça. Donc on verra, parce que là, au départ, ça démarre bien. Vous avez le sourire, on est content pour vous. On va voir ce qui s'est passé par la suite. Alors Victoire, le début de votre histoire, ça ressemble à un conte de fées. Il y a des millions de jeunes filles sur cette planète qui rêvent qu'il leur arrive la même chose qu'à vous, puisque vous êtes remarquée dans la rue, comme Laetitia Casta, c'était sur une plage. Vous avez quel âge à ce moment-là? Vous avez 17 ans. Bon, alors moi, ce n'était pas un rêve comme ça. Non, c'est ça qui est intéressant. Oui, moi, c'était très différent, parce que moi, je passais mon bac, j'étais en terminale. Moi, j'étais très, très focalisée sur les études. Et c'était finalement un peu le même contexte, dans le sens où, voilà, aussi, il fallait pas décevoir. Donc, il y a cette pression un peu... Bon, je m'appelle Victoire, donc faut pas non plus... Faut assurer. Quand on s'appelle Victoire, on est obligé. Absolument. Enfin bref, et donc voilà, je passais mon bac, je préparais également les concours de Sciences Po. Donc votre rêve à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui vous êtes comédienne, à ce moment-là c'est Sciences Po en attendant ou C'est-à-dire que je voulais être comédienne, mais mon père m'a dit non. Donc voilà. Des diplômes d'abord, Donc etc. il fallait que j'ai un diplôme, il fallait que je fasse Sciences Po, parce que de toute façon je suis intéressée par plein de choses. Et sauf donc, que le destin va en décider autrement. C'est-à-dire que j'étais en train de me balader dans le Marais avec ma mère. Un quartier parisien. Absolument. Et j'étais devant une vitrine de montres. Et un homme s'est approché de moi et m'a dit « Vous êtes la prochaine Claudia Schiffer ».
Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Donc, absolument. Donc j'ai explosé de rire parce que je me suis dit bon c'est très drôle comme technique de drague mais ça ne va pas marcher. Sauf que j'étais avec ma mère à ce moment-là et qu'il a continué à me parler en me disant non mais vraiment je travaille pour une grande agence parisienne etc. Et même si la mode bon c'était pas trop mon truc, je connaissais quand même le nom de cette agence et il m'a donné sa carte et il m'a dit non mais vous avez un nez incroyable qui prend la lumière. Bon et donc. Et Voilà, qu'est-ce que vous dites dans votre tête à ce moment-là? Parce que c'est rigolo. Mm. Est-ce que ça fait un petit tilt ou pas du tout au début? Non, mais alors je trouvais ça très particulier parce qu'encore une fois, moi, j'étais vraiment focalisée sur mes études et j'étais même pas consciente de mon corps. Je sais que ça paraît bizarre parce que j'avais quand même 17 ans, mais j'avais pas eu de petite amie. Enfin, j'étais pas du tout. Donc, je pense que j'ai été flattée quand même et qu'il y a ce truc un peu d'être choisie. Mais j'étais quand même très décidée. Je lui ai dit, c'est très gentil, mais non. Et ce qui a été malgré tout le déclic, c'est que ça devait être au mois de mai, que les concours de Sciences Po et le bac étaient au mois de juin, donc j'ai eu mon bac, etc. Mais je n'ai pas été prise au concours Sciences Po, et ça a été un énorme échec pour moi. Ça a été très difficile. Mais je me suis dit, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, c'est pas grave, j'ai une autre option. Donc l'option rejaillit en fait. Absolument. Et donc vous allez dans cette agence, vous vous rappelez du moment où vous poussez les portes de l'agence, qu'est-ce qui se passe, comment on vous accueille? C'est assez extraordinaire parce qu'effectivement c'est un immense building haussmannien, c'est magnifique. Au départ vous êtes quand même reçue comme une princesse et vous avez tous les composites, donc qui sont les fiches descriptives des mannequins comme des CV un peu si vous voulez, avec les photos des mannequins, les mensurations, etc. Et vous vous dites je vais faire partie de ça. Donc là, encore une fois, vous êtes flatté, c'est-à-dire qu'il flatte les trucs de beauté, de vanité, etc. Vous avez 17 ans quand même. Ouais, mais bon. Alexia, à 17 ans, ça paraît naturel d'être flatté par ça. Oui, tout à fait. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'avant ça, finalement, vous étiez quand même très focalisé sur les études. Donc pour une fois, il se passe quelque chose qui n'est pas sur ce registre-là. En fait, on vous reconnaît plus comme une femme aussi, avec vos mensurations, vos formes, etc. Donc finalement, vous étiez en attente aussi qu'on voit autre chose que l'intellect. Quoi. Ouais. Et alors, les mensurations, parce qu'évidemment, ça fait sourire quand on est extérieur à tout ça, mais là, ça devient très important. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez dans l'agence et on vous mesure? Voilà, donc quand vous arrivez dans l'agence, c'est la première chose qu'on fait. On vous mesure donc votre taille, donc 1m78, et on prend vos mensurations, donc tour de poitrine, de taille et de hanche. Et là, ça ne va pas. Vous êtes trop grosse. Alors que je faisais quand même 56 kilos pour 1m78, donc ce qui n'était pas très... C'est bien de donner les points de repère. Pas très épais. Donc je faisais une taille 36. Et là, vous dites que vous êtes grosse. Alors, là, c'est très vicieux. Voilà, parce qu'on ne vous dit pas que vous êtes grosse. On vous dit en revanche, pour la Fashion Week qui a lieu donc 2 mois après, en septembre. La Fashion Week, c'est un événement planétaire où le monde entier de la mode débarque à Paris. C'est tous les défilés. Donc ça a lieu à New York, à Paris et à Milan. Et donc là, on nous dit, ce ne sera pas une taille 36, ce sera une taille 32. Et donc, je devais faire 92 cm de tour de hanche. Alors, en sachant, quand ils disent les hanches, c'est quand même le plus gras de la fesse. Et on m'a dit, il faut faire en dessous de 90 et idéalement 87 cm. Mais moi, je ne me rendais pas compte que voilà, perdre 3 cm de tour de hanche, c'était perdre 10 kilos. Et donc, ils ont menti sur mes mensurations, sur mon composite. Ils ont noté les futures mensurations. Et après, vous n'avez plus qu'à y correspondre. Voilà. Comment on s'y prend quand on a 17 ans et qu'on doit perdre 10 kilos en combien de temps? En 2 mois. Bien, on fait un truc stupide. C'est-à-dire qu'on se renseigne sur Internet. Et donc, j'ai découvert que, encore une fois, à ne pas faire. Parce non, mais c'est pour ça, vous êtes là pour le raconter, justement. Voilà, à ne pas faire. Parce qu'il y a toutes les conséquences ensuite. C'est que j'ai découvert que la peptine dans la pomme coupait la faim. Et donc, du coup, j'ai remplacé les 3 repas par jour par 3 pommes. Donc, je ne mangeais que 3 pommes. Donc, effectivement... La cuisinière vous regarde. La chef vous regarde. Je sais pas comment. Ouais. Au début, c'est dur. On a parce faim. que tu as faim au début, tu as très faim. Et du coup, oui, je me suis dit, 3 cm, c'est pas grand-chose. Moi, je me disais, 3 cm, c'est peut-être 3 kilos. Enfin, j'en savais rien. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Mais je ne savais pas qu'en fait, j'étais en train d'installer
l'anorexie finalement. Parce que le problème, c'est qu'ensuite, j'avais cette petite voix de mon agent qui me disait « tu vas jamais rentrer dans les fringues voilà, qui s'est transformée en « t'es trop grosse, t'auras jamais de C'est ce boulot, que tu vous vas pas entendez ou c'est ce réussir que ». vous imaginez? Oui, c'est-à-dire que c'est pas de la schizophrénie, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une autre voix. La petite voix intérieure, des injonctions en tout cas. Voilà, c'est la petite voix intérieure, mais c'est toute la journée. C'est une bataille à force. Et ce qui est terrible ensuite quand vous êtes dans l'anorexie, c'est que vous n'êtes plus que cette petite voix qui est méchante. C'est ça, ça devient des voix parasites. On appelle ça aussi des pensées poubelles. Donc malheureusement, donc là dans votre cas, c'est venu très vite. Mais on est tous un petit peu animés par ces choses-là. En fait, toutes les choses qu'on entend de l'extérieur, t'es trop grosse, t'es trop moche, regarde-toi, ceci, cela, ça devient des choses qui nous accompagnent. Et finalement, après, on se rend même plus compte est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est pas moi. C'est ça, voilà. C'est-à-dire, ça devient presque, vous croyez que c'est votre pensée, quoi. Mais c'est une pollution. C'est ça, une pollution, tout à fait. constante. Et donc d'ailleurs, là, on parle du mot anorexie. À ce moment-là, vous n'en êtes pas consciente? Ah non, mais d'ailleurs, je n'en ai jamais été consciente pendant les 8 mois où j'en souffrais. Et c'est un problème pour personne. Non, parce que le problème... j'ai une relation super avec mes parents qui est qu'on a une confiance incroyable. Donc moi, quand je leur ai dit, je vais manger beaucoup moins, mais c'était aussi les vacances d'été, etc. Mais je leur ai dit, mais ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Une fois que j'ai perdu les 3 cm, je me remets à manger normalement. Ils m'ont dit, ok. Et quand mon père, quand même, a vu que ça dérapait, que je perdais beaucoup trop de poids, il m'a dit, Victoire, t'arrêtes tout de suite. Donc là, tu manges, au moins, si t'as pas envie de te faire un plat de pâtes, tu manges du poulet, du poisson, etc., des légumes. Je le faisais, sauf que moi... Ensuite, j'avais tellement peur et ça devenait une angoisse, mais qui dépassait tout, de prendre le moindre gramme, parce que je me disais, je ne rentrerai pas dans les vêtements, je ne deviendrai pas mannequin, top modèle, machin, donc je vais avoir un deuxième échec après Sciences Po, je ne peux pas. Et du coup, j'ai commencé à essayer de trouver d'autres techniques, donc j'ai essayé de me faire vomir. Ça, je n'ai jamais réussi, heureusement. Mais du coup, je prenais des laxatifs. Ça, évidemment, je n'allais pas dire à mon père, je prends des laxatifs, puis il n'allait pas me suivre aux toilettes. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que vous le faites, personne ne s'en rend compte, mais ça fonctionne, parce que vous finissez par les perdre, ces kilos. C'est là où vous comprenez que pour perdre 3 cm de tour de taille, il faut perdre 10 kilos. Ça correspond à ce que vous êtes sur la photo là? Non, alors là, c'était avant. Là, c'est quand vous êtes grosse. Francisca, réaction? J'ai pas envie de... Voilà, mais ça fait peur, quoi. Non, mais c'est fascinant d'imaginer que c'est la période d'avant. Quand tu arrives comme ça et on vous dit, en fait, t'es grosse, il faut perdre encore... Là, c'est-à-dire qu'au niveau des hanches, là, je devais avoir encore 2 cm à perdre. Oh. Mais donc, du coup, ça fait encore perdre d'en haut, quoi, forcément. Mais on voyait, quand j'étais mannequin, on voyait mes os de partout. C'est-à-dire que là, on voyait tous les os du sternum qui ressortaient. C'est presque une esthétique, finalement. Mais d'ailleurs, sur les photos, ensuite, ils vous retouchent dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils gomment pour ne pas voir les os du sternum, etc. Donc, c'est pour ça que je dis c'est véritablement de la maltraitance, dans le sens où ils vous demandent d'être à l'état de squelette, et ensuite, ils jouent avec vous. On va dissimuler certaines parties. Ils vous rajoutent du gras, de la peau. D'accord. On est chez les fous, en fait. Non, parce que c'est très choquant, évidemment, ce que vous racontez. C'est bien de témoigner là-dessus. Et donc, le rêve continue. Vous perdez ces kilos. Et là, vous avez 17 ans et vous arrivez à New York, une ville qui fait rêver le monde entier, et pour la Fashion Week. Et là, vous courez les castings. Donc, les castings, c'est vous vous présentez pour être choisi. C'est ça. Donc, les castings, vous pouvez en avoir 18 par jour. Et donc, vous êtes avec vos talons de 18 cm. Donc, ça aussi, je ne savais pas que ça existait, mais ça existe. Donc, vous êtes très, très, très grande. Très grande et très maigre. Et donc là, vous avez votre book photo que vous présentez à chaque casting. Et donc, au casting, si vous voulez, on ne vous appelle pas de toute façon par votre prénom. Vous êtes un âge et une nationalité. Donc, voilà. Donc, moi, j'étais française, 18 ans. Et donc, vous arrivez dans une salle, vous donnez votre book photo, et ensuite, on vous dit marchez pour moi. Et donc, vous marchez, et puis hop, vous revenez. Voilà. Next. Next, ça veut dire au suivant. Voilà. Et hop, vous repartez autre part dans Manhattan. Qu'est-ce que vous ressentez les premières fois? Alors, les premières fois, j'étais extrêmement stressée parce que je ne savais pas marcher avec des talons. Donc, j'avais surtout peur de tomber. On veut être choisi, donc? On veut être... surtout que moi, j'ai une peur terrible de l'échec.
Et donc, évidemment, je voulais être choisie et mon but, c'était d'être prise au plus de choses possible. Moi, je me sentais surtout terriblement seule. Je vivais à New York avec 2 autres jeunes filles qui étaient mannequins. Donc on imagine une comparaison de compétition. Ah bah, c'est atroce. Elles ne me parlaient pas. Sympa la coloc. C'était très sympa. Et donc ça, c'était assez terrible. Mais moi, j'étais vraiment une petite fille. Hein. Donc j'appelais ma mère tous les jours en pleurant, en disant « je veux rentrer », j'avais une peluche. Et quand vous dites « je veux rentrer », elle répond quoi? Non, elle me dit non. Elle me dit t'as commencé, donc il faut continuer, et il faut voir. Enfin, c'est-à-dire que mes parents aussi, ils sont assez dans le truc va jusqu'au bout, parce que faut pas regretter, quoi, dans la vie. Pourquoi ça vous fait sourire? Parce qu'avec le recul, forcément. Parce que je leur en ai voulu beaucoup de pas m'avoir sauvée quelque part. Alors, comme vous ne supportez pas l'échec, ça tombe bien parce que ce qui vous encourage, c'est qu'il n'y a pas d'échec. C'est-à-dire que vous êtes choisi. Ouais. On va voir quelques images. Vous défilez pour les plus grands noms de la mode, hein, des noms internationalement connus. Et donc, la question, c'est que dans ces situations-là, qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve comme ça, être regardé par les fameuses rédactrices de mode, par les plus grands magazines, les plus C'est grands horrible, photographes. je trouve, de voir ça. Oh là là. C'est vous, ça? Ouais. Je reconnais même pas. Je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur le podium? À ce moment-là, c'est quoi? Le moment de défilé, c'est assez exceptionnel, ça. C'est le seul moment qui est... C'est horrible de voir ça. Qu'est-ce qui est horrible d'ailleurs? C'est que ça vous rappelle ces moments-là et ce que vous ressentiez à l'intérieur? C'est ce que vous... D'abord, on vous demande de ne pas sourire beaucoup. On n'a pas le droit de sourire. Ça, c'est déjà cette phrase, elle est pas banale. Mais c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'être un être humain, en fait. Oui, c'est ce que je voulais dire. Hein, quand On est vous totalement disiez, déshumanisé. française, 18 ans, enfin, on n'est même plus une personne. Donc, Mais c'est bien que vous me disiez ça, parce que je me rends compte que ça me rend très dur, en fait, C'est-à-dire maintenant. Bah, je mets une... Parce qu'en plus, vous souriez quand vous en parlez. Oui, mais ça, c'est mon masque de sourire. Et donc, derrière le masque, c'est quoi la sensation? Vous avez de la compassion pour cette jeune fille que vous étiez? Non, parce que je m'en veux, en fait. Vous vous en voulez à vous? Ouais. Mais je suis pas très gentille avec moi-même. Il faudra en parler à la psy. Parce que là, vous en rajoutez en plus. Oui, toujours un petit peu. Non, parce que... Vous en voulez de quoi? Bah, de m'être laissée entraîner là-dedans et de l'avoir vécu, parce que c'est extrêmement destructeur, quoi. C'est horrible, en fait, d'avoir vécu ça. Et c'est extrêmement dur de se reconstruire après. Parce que là, je ne suis pas moi, effectivement. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que là, par exemple, ce clip où je lève la main, là, je ne me souviens même pas, je n'avais pas de sensation à ce moment-là. Je n'étais pas dans mon corps. Tellement vous ne vous alimentez pas. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que je n'ai pas de souvenir, en fait. Et heureusement que j'avais écrit un journal, parce que je ne me... Mais là, on dirait que je vais mourir, quoi. C'est atroce. Et surtout, on se rend compte qu'il y a une forme de conditionnement. C'est-à-dire que quand vous racontez tout ça, où ça commence par 3 cm, on ne vous dit pas 10 kilos, quand ça commence par des castings où il y a des milliers de filles du monde entier qui sont là, donc d'un seul coup, on a envie d'être choisi. Donc petit à petit, c'est une forme de petit harcèlement, de petit conditionnement pour arriver à ce que vous êtes en train de dire en disant « j'arrive même pas à réaliser que j'ai vécu tout ça. Je n'ai aucun souvenir et en plus, vous ne vous alimentez pas, donc on imagine comment vous vivez tout ça. Et donc votre témoignage est très très fort, franchement. Alice, Oui, mais vous voyez, c'est terrible parce que je m'en protège beaucoup, en fait. c'est-à-dire? Bah, là, vous êtes le premier à me faire ressentir quelque chose quand j'en parle. Parce que je pense que je me suis dit comme une promo d'un travail, voilà, il faut que je me blinde par rapport à ça, parce que sinon je vais m'écrouler à chaque fois, je peux pas. En tout cas, vous n'avez pas de tendresse pour elle. Je pensais que vous en aviez, et alors que vous êtes plutôt dur parce que vous vous en voulez d'avoir cédé au conditionnement. Oui, de m'être laissé vivre ça. Ça raison serait- de plus pour être gentille, du coup, aujourd'hui. Vous voyez? Il y a du travail. Hein. Mais vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous. Alicia, donc, on rappelle que votre rêve, c'était d'être danseuse étoile. Oui. Et donc, vous rentrez, vous êtes petit rat, et donc, vous allez très très jeune. Voilà. En fait, je suis rentrée à 8 ans.
Donc il y avait 2 concours. Donc là aussi, point commun, vous êtes choisi. Exact. Et le premier concours, c'est même pas sur la danse en fait, c'est sur le physique. Donc on va nous mesurer, nous peser. Je me souviens d'une petite pince pour voir si on avait de la graisse. À 8 ans. Vraiment à 8 ans, oui. Et donc c'était vraiment voir si on est souple, si on est si on a le profil pour rentrer à l'opéra. Et donc après ce concours seulement, ils disent vous êtes fait pour, vous n'êtes pas fait pour. Et seulement après, on a un deuxième concours sur la danse. Et là, à partir de là, on voit si on danse bien. Donc après, il y a eu la découverte. Voilà, on arrive, on nous présente l'école, on arrive dans l'internat. Et à partir de ce moment-là, les parents partent. Et là, on est seul. On est seul face à notre rêve. À 8 ans, quand même. À 8 ans. Seul à Oui. 8 ans. Et ce rêve, d'ailleurs, il vient d'où? Au début, c'est ma mère, parce que j'avais pas spécialement envie de faire de la danse. Donc j'y suis allée en pleurant. Et en fait, dès le premier cours de danse, finalement, je suis ressortie avec le sourire. Et Qu'est-ce qui vous avait plu? En fait, c'était vraiment le spectacle. C'était, voilà, on est là, on a des jolis costumes, des jolies coiffures. C'est un métier, quand on sort de la scène, voilà, on nous applaudit. On n'a pas beaucoup de métiers où, quand on sort du travail, voilà, on va nous applaudir. Ben non. C'est un sentiment très fort en soi. On est devant des milliers de spectateurs. C'est cette sensation qui m'a donné cette passion. Et puis, il y avait la fierté des parents aussi. Alors justement, vous êtes prise à l'Opéra de Paris, qui est quand même connu dans le monde entier. Là, on a parlé de fierté il y a un instant. Donc là aussi, quand vous êtes enfant, comment vous savez que vos parents sont fiers de vous? Et ils nous le disent. Ils disent « Waouh, on va venir te voir et tout. » On a acheté les places. L'Opéra Garnier, quand on allait faire les représentations, voilà, il y a plein d'or, du marbre. C'est magnifique, c'est une salle magnifique. Donc les parents, ils sont là « Waouh, ma fille, elle est là. C'est extraordinaire. » Et voir ses parents fiers, j'imagine que c'est un moteur incroyable. Oui, tout à fait. Après, comme l'a dit Francisca tout à l'heure, il y a aussi le côté déception, ne pas décevoir. Être à la hauteur. Après, d'un autre côté, au bout d'un moment, j'étais là, oui, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? Et puis d'un autre côté, j'avais mes parents qui étaient là, waouh, c'est formidable. Donc on s'interdit de remettre en question. Oui, voilà. Et alors, on va voir un document très particulier. Je ne sais pas si vous l'avez vu récemment. C'est parce que vous étiez petite fille et vous avez été filmée par la télévision. Oui. Et donc, on va entendre la petite fille s'exprimer. Et vous allez nous dire si elle dit ce qu'elle ressent ou si elle dit ce qu'il faut dire, au fond. D'accord. Et toi, tu veux faire quoi plus tard? Danseuse étoile, si c'est possible. Danseuse étoile, hein. Si tu fais pas danseuse étoile, qu'est-ce que tu Là, aimerais il y a un faire? problème, là. Là, il y a un problème. Tu te rends compte que tu es dans la meilleure école du monde, alors tu te dis, franchement, je me demande comment je suis arrivée ici. Enfin, Et à ton avis, comment t'as fait pour y arriver, toi? j'ai travaillé à fond, j'ai essayé de travailler à fond. Et voilà, enfin, je suis arrivée comme ça. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans le fait d'être ici? Déjà, t'as ton rêve déjà qui est déjà en train de se réaliser. T'as déjà un métier en route. Enfin, puis tu fais ton rêve. Enfin, tu commences ton rêve. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? C'est trop mignon. Ouais. Elle est déjà très déterminée. Hein. Mhm. On peut se demander effectivement si c'est son... Oui, c'était mon rêve. C'était ton rêve, ouais. C'était vraiment ce qui me plaisait. Après, c'est vrai, le fait qu'on nous dise oui, c'est très bien, ça nous conforte dans l'idée de ce rêve-là. Après, j'aime bien aussi le début dans la chambre parce que voilà, je suis danseuse étoile, plus tard, c'est tout. C'était vraiment... Ah là, il y a un avait problème. pas d'autre option. Entendre une petite fille de 8 ans parler de son métier, c'est déjà... Oui, moi, Ouais, ça m'a un peu ça. choqué. Ouais. Hein. C'était des mots d'adultes quand même. Hein. C'est déjà un métier. Et puis surtout, vous répétez 2 fois de suite, travailler dur, travailler dur. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler dur, à ce moment-là? Et dans les années qui suivent, qu'on comprenne un peu ce qui va se jouer, en fait. C'est simple, pour avoir les meilleurs rôles, il fallait être la meilleure. Donc, fallait travailler à fond. Donc c'est des heures et des heures de répétition? Oui, c'est ça. En soi, on avait 4 heures de cours d'école par jour, normal, donc le français, l'histoire. Après, on allait manger et vers 13h30, 14h, je ne me souviens plus exactement. Mais jusqu'à 18h, on n'avait que de la danse. Donc, on avait de la danse classique tous les jours. Mais il y avait aussi les répétitions à côté, quand il y avait des spectacles. Donc, il y avait les répétitions. On n'avait jamais le temps de souffler. Et après le spectacle, donc
Il y a des ballets, voilà, j'ai fait casse-noisette à un moment donné. Il dure au moins plusieurs heures, donc il faut tenir le coup aussi. Alors le corps, justement, Le corps, c'est difficile. Au début, on se dit, bah, c'est pas grave. qu'est-ce qui est pas grave? D'avoir mal, parce que c'est une danse qui est très très carrée. Il faut toujours faut rentrer son ventre, faut rentrer ses fesses, faut se tenir droite. Et il y a toujours un professeur qui est là. Moi, je suis rentrée, j'étais pas souple du tout. J'avais pas de grand écart. Alors forcément, ça posait problème. Donc Comment vous faisiez? on me forçait, On appuyait. on m'appuyait dessus. Il fallait prendre sa jambe comme ça, au-dessus de la tête. Le professeur passe, hop, on appuie sur les fesses et hop, on force sur la jambe pour être souple. Donc forcément, au bout d'un an, oui, j'avais tous mes grands C'est une écarts. mini-torture, en fait. Oui, c'est une torture. Après, ça, c'est des petites douleurs en soi. Parce que, aussi, il y a aussi les pointes. Tout le monde sait que, monter sur ces pointes, on met du coton dans nos chaussons. Mais la première fois que j'ai fait des pointes, j'avais les pieds en sang. Et pour moi... après, on se disait, c'est pas grave, on va mettre du coton. Et puis, finalement, au bout d'1 heure et demie, on a des ampoules. Mais c'est rien, en fait. Ça, c'est une douleur... Ça fait partie de l'histoire, Oui. c'est le prix à payer. Et puis, c'est des petites douleurs basiques. Après, il y a eu des plus grosses douleurs. J'ai eu beaucoup d'entorses. Donc, entorse à droite, entorse à gauche, entorse à droite, encore une fois. Des fois, c'est des faux pas, et des fois, c'est la fatigue. Et puis, les professeurs nous disent, t'es encore debout, tu peux encore danser. Donc, tant que c'est pas cassé, ce n'est pas grave. Et on vous envoie régulièrement chez le kiné, du coup. Aller chez le kiné, c'était un supplice. Pourquoi? Être blessé, c'était être hors jeu. La première fois que je suis allée au kiné, j'étais en pleurs. Et puis, si on nous disait, tu danses pas pendant 2 jours, c'était l'effondrement. On est rejeté. Oui, et puis il fallait être quand même là au cours. Hein. Donc c'était pas, repose-toi, rentre chez toi, tes parents vont prendre soin de toi. Non, tu viens en cours, tu prends note, tu regardes comment faut faire, tu apprends la chorégraphie quand même, et dès que le kiné nous accorde le fait que tu reviennes, tu recommences. Et pour expliquer à quel point on va nier ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous passez de petite fille à préadolescente, adolescente, on n'a pas le droit d'être indisposé, ça n'existe pas. Voilà, en fait, moi j'ai eu mes règles très tôt, en 6e, et j'étais la seule. J'étais vraiment la seule, parce que les danseuses ont leurs règles assez tardivement, et on n'a pas de suivi. Il n'y a personne qui va nous dire, ça se passe comme ça, c'est rien, tout va bien. Pour moi, j'étais paniquée, je savais Alors, pas rappelle quoi que faire. vous êtes loin de votre famille en plus. Hein. Oui, ma mère était loin, donc elle pouvait pas m'expliquer. J'avais vraiment aucun suivi, et d'un autre côté, j'avais pas non plus d'autres danseuses qui pouvaient me donner des conseils. Donc, Quelle était la relation avec les autres danseuses? Victor disait, on vivait à 3, mais on se parlait pas. nous, on se parlait, mais c'était hypocrite. C'était vraiment les petites pestes, 8, 9 ans. Et puis, c'est la compétition. Donc, chaque année, on avait un examen à la fin. Donc, 6e division, on a un examen. 5e. Avec un classement? Avec un classement, et ceux qui sont en bas, ils sont renvoyés. Donc, les filles sont prêtes à tout pour avoir la meilleure place. Je me souviens, une fois, on était dans une chambre de 3, et les filles m'avaient enfermée en dehors de la chambre, et je ne pouvais plus rentrer dans la chambre. Et donc, j'ai appelé ma tante complètement paniquée. Je suis dans les escaliers, je ne peux pas rentrer dans la chambre. Et c'est vraiment déstabilisant, parce qu'on se sent seul. Et c'est un sentiment, c'est assez dur. Des brimades et de la solitude. Mais du coup, les seuls adultes référents, finalement, c'est les professeurs. Et les professeurs, ce qu'ils attendent, c'est que vous alliez plus loin, que vous en fassiez plus. Oui. Donc finalement, un adulte qui est censé peut-être être justement un secours dans ces cas-là, là, non, il n'est pas dans ce rôle finalement un peu affectif, je dirais. Non. Le seul réconfort, c'était de réussir, d'avoir un rôle, d'être sur scène. C'était le seul but, en fait. Pour une enfant. Oui. Et vos parents sont conscients de ce que vous endurez? Je pense que mes parents voyaient surtout le côté positif. Après... Vous en parliez? Non, j'en parlais pas beaucoup, mais... Victoire? Puis de l'extérieur, ça rend jamais pareil aussi, Non. je pense. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Faut l'avoir vécu nous, pour le savoir. Nous, on le vit d'une certaine manière, et on a beau le raconter. Les gens de l'extérieur vivent de toute façon le côté glamour et paillettes. Et puis le décalage est tellement grand que c'est difficile à Absolument. imaginer. Par exemple, même une fois, j'étais en train de pleurer, mais j'étais en larmes chez moi, parce que pour une fois, je pouvais passer une semaine à Paris. Et en fait, mon agent venait de m'appeler en me disant « C'est génial, t'as un shooting photo à Miami ».
Et je devais partir le lendemain à 6h du matin. Et donc finalement, je n'avais plus ma semaine à Paris, alors que pour une fois, je pouvais voir mes amis, etc. Parce que pendant 8 mois, vraiment, j'ai voyagé tout le temps. Et mon frère rentre à la maison et me voit en train de pleurer, etc. Et il me dit, pourquoi tu pleures? Et je lui dis, je vais à Miami demain. Et il me dit, tu pleures parce que tu vas à Miami? Oui. C'est donc incompréhensible. de Tout est l'extérieur. relatif. Vous n'allez pas vous plaindre parce que vous allez dans des 5 étoiles. Enfin, ça fait vraiment la petite nana insupportable. Et je comprends ça aussi. Mais ils ne le vivent pas de l'intérieur. Et je ressens aussi effectivement la solitude. Et quand vous êtes avec des nanas, voilà, il y a la compétition, etc. Et moi, de l'extérieur, mes parents aussi me disaient, bah oui, mais tu vis ça seulement pendant 3 semaines. Sauf que vivre pendant 3 semaines avec des filles qui ne vous adressent pas la parole, qui vous font des coups horribles parce que, elle, pour le coup, elle faisait voilà, une taille 36-38 et qu'elle n'était prise à rien. Et que moi, j'étais prise à tout. Et que du coup, ça devait être insupportable pour elle. Et que du coup, elle racontait des trucs à mon agent qui, du coup, venait me parler ensuite. Enfin, ça crée des trucs, voilà. Et ça, vous avez beau le raconter de l'extérieur, les gens vous disent, relativise. Oui. En fait, on ne peut s'en remettre qu'à nous-mêmes. Et finalement, être ma meilleure amie, mais à ce moment-là, vous vous détestez parce que vous ne vous faites que du mal, en fait. Donc, vous ne pouvez pas être amie avec quelqu'un qui vous fait du mal. Donc, c'est dur d'avoir de l'estime de soi. Parce qu'on a c'est très l'impression dur d'être d'avoir incompris par les autres et de ne pas avoir le choix. C'est où la réussite ou l'échec, il n'y a pas de Ouais. subtilité. Francisca, on vous a laissé dans le récit au moment où, franchement, vous aviez la sensation d'être à votre place. Être chef, c'était votre rêve de gamine. À l'école, franchement, vous adorez apprendre. Vous vous oubliez, vous faites que ça, cuisiner. Et puis, vous allez faire donc un stage dans un grand restaurant étoilé. Donc, au début, ça vous plaît. Et puis, il y a un changement de chef, c'est ça? En fait, quand on me met là-bas, au début, on me dit « tu vas être au garde-manger ». Puis finalement, j'arrive et par manque d'effectifs, on me change une première fois. Ça se passe bien parce que je tombe avec un chef qui m'explique comment ça se passe. En plus, c'est moi qui apporte le plat au pass. Et le pass, il y a le grand chef qui dit ça part pas. Donc on a les mains moites, il faut pas toucher les assiettes, on est là, on tremble. Et puis finalement, quand on regarde le plat, on dit waouh, j'ai participé à faire ça. Et c'est quelqu'un qui va le manger, qui va dire c'est énorme, on est trop content. Sauf que par manque d'effectifs, on change de poste. Et là, j'arrive au poisson. Et je travaille avec un supérieur qui a raté sa promotion. Ça veut dire Voilà. Au lieu de passer chef de partie, il reste demi-chef. Et au début, il essaye quand même, pour me mettre en confiance. Il essaye comment on découpe le poisson, comment on fume le poisson pour tel et tel... Donc, il vous enseigne des choses? Ouais, mais ça dure 2-3 jours. Et après, c'est le matin, j'arrive, je dis bonjour à tout le monde. Et quand je fais pour lui dire bonjour, il me dit « Toi, tu me dis pas bonjour de la journée. Tu me laisses tranquille. » Un jour, il s'est coupé. Moi, j'étais complètement de l'autre côté. Il a dit « C'est de sa faute. » Après, en utilisant vraiment des mots vraiment insultants, quoi. C'est de sa faute. C'est à cause d'elle. Et tout était de ma faute. Et je suis dans ce système où personne ne dit rien. Et en plus, j'étais la seule fille. Et c'est super dur. Au bout quand on se fait insulter, on est quelque part dans la cuisine, puis on entend quelqu'un nous insulter devant tout le monde. Quand on revient, que tout le monde nous regarde, c'est pas... Ça s'appelle une humiliation. Ouais. Mais personne n'est ému de ça? Non. Parce que là aussi, comme à chaque fois, c'est un milieu où on tolère et on considère que ça fait partie de l'histoire. Mais même moi, je tolérais. Même moi, je me disais, tu dois passer par là parce que ça se passe comme ça. Une sorte de rite initiatique. Ouais, le bizutage. Donc il y a des insultes. Des insultes, il y a Des coups de torchon. des coups de torchon. C'est quoi les coups de torchon? Les coups de torchon, c'est on roule le torchon, ou on le met au froid très très fort, on le met au chaud très très chaud et on nous tape dans les jambes. Ça, c'est pendant les services. Mais c'est une invention de votre chef ou c'est un truc Non, répandu? c'est répandu. Une fois, je me suis brûlée avec de l'eau bouillante. J'avais des cloques sur les mains. Personne ne s'en souciait. On me disait, tu n'avais qu'à faire autrement et ça t'apprendra. Aussi pareil, un apprenti, il s'est coupé le doigt, mais on voyait ses tendons. Personne n'a rien fait. C'est lui, tout seul, qui a dû partir se faire recoudre le doigt à l'hôpital. Et on lui a dit, bien fait pour toi. C'est quand même grave, quoi. Mais on ne le réalise pas. On dit, c'est normal, ça doit se passer comme ça. Et alors, attendez, avant de savoir comment ça a basculé, est-ce que là aussi, vous en parlez à quelqu'un, à la famille? Pas du tout. Pas
Non, Vous voulez pas les inquiéter? je veux pas les inquiéter, je veux pas les décevoir. Alors, on va voir effectivement dans vos 3 histoires comment ça a basculé, parce que vous avez fait partie de celles qui ont dit stop. D'accord? Et encore une fois, on sait que d'autres continuent. Mais pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, parce que là, franchement, c'est très spectaculaire la manière dont vous en parlez, parce que vous avez le sens du détail, vous avez des souvenirs incroyables, vous arrivez à nous faire partager ce que vous avez subi. Et dans ces 3 univers qui sont complètement différents, hein, donc Petit rat de l'opéra, mannequin et dans les cuisines, donc encore une fois, qu'est-ce qui se joue en fait? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est totalement isolé, on n'a plus aucun recul et on accepte les règles et donc les brimades, les humiliations. C'est vrai que moi, dans les 3 récits, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un petit besoin de reconnaissance. Alors peut-être que pour Francisca, il y a aussi ce besoin de faire plaisir. Donc ça, c'est encore autre chose, faire plaisir à travers la cuisine, faire plaisir parce que votre parcours est prestigieux. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que ces 3 jeunes femmes, on voit qu'elles ont quand même un tempérament assez exceptionnel. Enfin, moi, je suis impressionnée par leur courage, surtout vu votre âge. Donc finalement, voilà, je dirais que dans les 3 parcours, il y a quand même une envie de faire plus. Comme si ce qu'elles sont, c'est pas suffisant. Il faut vraiment rendre fiers les parents. Après, ce qui est pas évident, c'est finalement à partir de quand, voilà, on rentre dans quelque chose de traumatique. Là, dans les 3 cas, je remarque que finalement, la manière de dire stop, c'est parce que le corps a dit stop ou le mental a dit stop, en fait. Et on va voir effectivement qu'il y a un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans chacune de vos histoires. Et en tout cas, Victor, je vous ai vu réagir finalement à la phrase ne pas décevoir, être à la hauteur. En fait, c'est ça qui se joue d'après vous. Oui, je pense beaucoup, finalement. Je pense que c'est resté encore aujourd'hui, Ouais. ce côté rigueur, faut que tout soit parfait, qu'on soit au meilleur et non pas 2e, 3e. Non, on veut être vraiment aller au-delà. Il y aura toujours ce côté carré. Enfin, moi, je sais que si sur une table, les couverts sont pas les mêmes. Non, mais sérieusement. En espérant qu'on n'a pas mis ni une cuillère. Non, mais sérieusement. Ça reste un défaut professionnel, je pense. Pardon, on va voir que c'est allé très loin. Donc, vous racontiez tout à l'heure, Francisca, donc, cette scène dans la chambre froide. Donc, il y a tout un symbole en plus, hein, c'est-à-dire personne ne le voit. Personne ne me voit. Non. Et donc, le chef vous donne une grande claque. C'est pas une petite claque, c'est une grande claque. Non, c'est... Et là, qu'est-ce qui va se passer en vous, en fait? Oh, moi, je reste pendant 10 minutes dans la chambre froide, comme ça, littéralement. Et, C'est le choc, Ouais. justement. et on réalise pas. On continue, en fait. Et je sors de la chambre froide. J'ai quand même les yeux rouges. Et le commis, donc, qui était au poisson, me regarde. Il me dit « Ah, ça m'excite de te voir comme ça. » Énervé. Et là, je dis au revoir à tout le monde et je m'en vais. Ce sera le dernier après-midi que je passerai dans cette cuisine, en fait. Est-ce que vous y retournez le lendemain matin? Je retourne le lendemain matin. Et là, je fais exprès de tomber dans les escaliers pour me blesser, pour plus retourner dans cette cuisine. Vous êtes prête à vous mettre en danger Ouais. pour sortir de là, quoi. Carrément. Et quand je suis en bas, tout le monde commence à s'agiter. Personne connaît mon prénom. Voilà, c'est le petit poissonnier avec lequel en fait je passais les après-midi qui m'a dit non mais c'est Francisca, il faut appeler les pompiers, machin et tout. Et moi je suis par terre et je me dis ah ça y est. J'ai un moment de soulagement. Je me dis ça y est, je retournerai plus ici, c'est fini. Et j'ai très mal. J'ai très mal à la cheville parce qu'en fait je me suis cassé la malléole. Toute la veille, j'ai pensé comment je vais faire pour sortir parce que c'était impossible que je retourne et je peux plus retourner là-bas. Et ben, quand j'ai vu l'escalier, je dis ouais, c'est la bonne occasion, on va tomber et on va plus jamais revenir. Et je suis retournée pour récupérer mes affaires. Vous êtes sûr qu'au moins il n'y aura pas un jugement sur la volonté? C'est pas que tu n'as pas de volonté de revenir, c'est ah ben non, je peux pas. En fait, c'est C'est des l'issue. excuses. Si c'est pas de ta faute, si tu t'es blessé. Donc, on s'est dit, on n'est pas blacklisté non plus, là non plus. Mais c'est très dur, parce qu'au final, on s'en veut énormément. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va commencer à culpabiliser. Mais qu'est-ce que vont dire les gens? Qu'est-ce que vont dire mes parents? Qu'est-ce que va dire mon chef à l'école? Que je vais pas terminer le stage. Là, c'est super dur. Et vous allez découvrir, en fait, que vous avez développé quasiment une vraie phobie quand vous retournez à l'école. Moi, je pensais que ça allait aller, que je me retrouvais mes amis, que ça allait bien se passer. Mais en fait, non, je rentre dans une cuisine et je fais une crise d'angoisse. Je pleure toutes les larmes de mon corps. J'ai mon ami qui est là, non, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas et tout. Et je peux rien faire. Et en fait, pendant le service, je ne fais rien. Déjà, il faut s'habiller.
Il faut remettre le tablier, la veste et tout. On essaye de se convaincre que ça va aller, mais en fait, quand on commence, on rentre dans la cuisine, c'est pareil. Crise d'angoisse, je me cache aux toilettes, je pleure dans les toilettes. C'est tout le temps comme ça. Toutes les 5 minutes, je fais le va-et-vient entre la cuisine et les toilettes. Je peux pas m'empêcher de pleurer. J'ai peur de mon chef. À un moment, je découpe quelque chose et là, il me pose la main comme ça sur l'épaule et j'ai peur. Ça me fait peur. Il me fait peur. Il me dit qu'est-ce qu'il va me dire ? Ça y est, ça va recommencer. Alors qu'il me veut rien, il me connaît même pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle un traumatisme. Oui, tout à fait. Là, ce que Francisca présente, c'est des syndromes de stress post-traumatique, en fait. C'est-à-dire, quand vous parliez de la scène où finalement vous êtes resté sidéré, c'est précisément... c'est pas parce qu'il y avait de l'adrénaline ou quoi, c'est justement parce que c'était impossible de le comprendre, en fait, ce geste. C'est-à-dire que là, dans votre cas, je dirais que c'est un petit peu comme une agression qui aurait pu avoir lieu... dans la vie courante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une atteinte à votre corps, dans un lieu où il n'y avait aucun soutien, vous étiez seul, vous étiez isolé. Donc, quelque part, ça a mis du temps, mais les symptômes sont apparus par la suite, finalement. Et c'est allé loin, puisque vous avez acheté des lames de rasoir. Ouais, en fait, c'est un moment qui passe très, très vite. En une semaine, je passe de faire mes courses et acheter des lames de rasoir à être internée en hôpital psychiatrique, en fait. C'est l'infirmière, une amie qui est allée voir l'infirmière de l'école en lui disant que ça allait pas du tout, en fait, que j'allais pas bien du tout. Et donc avec ces lames de rasoir, j'ai commencé à me faire du mal. Et je sais même pas maintenant, à ce moment-là, je sais même pas comment ça s'est passé parce que c'est quelque chose qui est passé. C'était pas moi. J'étais complètement, je broyais du noir. C'était vraiment la dépression, quoi. Oui, c'est ça, c'est tout à fait... Les idées noires. Voilà, je voulais clairement en finir. Et pareil, j'habitais toute seule. Mes parents n'étaient pas là. Donc c'est grâce à cette amie, à l'infirmière de l'école, en fait, que... à un moment donné, on est là avec ses parents et on nous dit votre fille, il faut qu'elle soit internée. Quand mes parents, ils avaient aucune idée de ce qui se passait et personne n'avait l'idée que ça allait aussi loin, en fait. Alors, c'est vrai que j'en profite parce que souvent les symptômes de stress post-traumatique sont pas repérés. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire il s'est passé quelque chose, mais la plupart du temps, les choses, on va dire qu'on va être traumatisé quelques jours et puis ça reprend son cours. Là, il y a vraiment quelque chose de différent, c'est-à-dire que c'est dans le cas d'agression comme ça aussi choquante, ça a été un peu la gradation jusqu'à cet événement-là, mais là, il y a eu vraiment un extrême, c'est-à-dire c'est un cauchemar, très clairement. Ah ouais, mais on sait pas... Moi, clairement, je disais, il a ruiné ma vie. Voilà, c'est ça. Le supérieur, il a ruiné ma vie et plus jamais je pourrais reprendre une vie normale. Voilà. C'est fini. Je vais rester comme ça toute ma vie. Mais après, par exemple, je suis admise dans cet hôpital, mais la première chose que je fais, c'est une fiche technique de recettes. Je me suis dit, ok, j'ai eu un petit passage à vide, mais en fait, les gens qui sont là, parce qu'il y avait d'autres patients, je me suis dit, je corresponds pas, j'ai pas ma place ici, parce que je vais bien. Si je me rends pas compte là de suite que j'ai vraiment un problème. C'est après, petit à petit, suivant les jours, où il y a le psychiatre qui vient nous voir tous les jours, où on se rend compte que finalement, je vais pas si bien que ça. Et puis c'est dur de l'accepter. Dur de se dire, finalement, mon rêve, il va pas se réaliser. Il faut du temps pour l'accepter. Ouais. Bon, vous nous direz où vous en êtes aujourd'hui. Ouais. Victoire, ça vous parle tout ça? Parce que là, on voit que ça va très loin. Vous êtes sabordé presque d'une autre manière. C'est-à-dire qu'après l'anorexie, c'est la boulimie. Ouais, c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est presque une provocation dans ce milieu. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire C'est-à-dire que, effectivement, ça marchait extrêmement bien. Il faisait vraiment tous les défilés, pour les plus grands créateurs, à New York, à Paris, à Milan, à Londres, etc. Et puis ensuite, après les Fashion Week, donc après les défilés, vous avez les shootings photos. Et donc là, vous n'êtes plus du tout aussi occupé. Vous n'avez pas les 18 castings par jour, vous n'avez pas les 5 défilés par jour. Donc vous avez énormément d'attentes.
Du coup, vous vous ennuyez forcément. Et donc, vous avez les buffets qui sont là à disposition, même s'ils ne sont pas pour vous. Et donc, vous vous remettez un petit peu à manger. Et le problème, c'est que lorsque vous mangez, votre cerveau fonctionne à nouveau. Parce qu'on dit que toutes les mannequins sont stupides. Mais ce n'est pas faux. Dans le sens où, voilà, votre cerveau ne marche plus. Étant donné que vous ne mangez littéralement rien, les seules calories que vous ingérez vous servent à marcher finalement. Vous dites ça parce qu'en fait, ça vous permet même plus de lire. Vous qui aimiez lire, par Absolument. Je n'arrivais plus à me concentrer sur une seule phrase. Donc je me mets à manger de plus en plus. Et puis en plus, en mangeant, je me dis « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon !» Parce que j'aime bien quand même manger. Et donc du coup, en mangeant de plus en plus, je me suis rendu compte à quel point j'étais maltraitée. Parce que voilà, qu'on ne m'appelle jamais par mon prénom, qu'on me pousse dans le dos pour avancer. Et le point culminant où je me suis dit « Là, c'est pas possible », c'était un shooting photo sous les ponts de Paris en plein hiver. Et je portais des petits trucs en lingerie et vraiment, je gelais. Mais j'étais à un point où je me disais, là, je vais mourir de froid. Tout le monde était en anorak autour de vous. Et le photographe mettait 3 heures à régler son appareil photo. Et donc, je lui ai dit, bon, écoutez, je vais retourner dans la caravane qui servait de studio et vous m'appelez quand vous êtes prêts. Et alors, ça a fait tout un scandale parce que c'était un photographe très connu. Et donc, il a appelé mon agence pour se plaindre. Et mon agent m'a appelé en me disant, mais pour qui tu te prends ? Tu n'es qu'un mannequin. Et donc, du coup, les petites collations que je prenais de plus en plus se sont transformées en je mange, et véritablement ensuite en crise de boulimie. Mais là, ce qui est monstrueux dans la boulimie, c'est que quand vous êtes anorexique, on vous dit « la pauvre », parce que vous êtes toute maigre et on se dit « elle va mourir », voilà. Quand vous êtes boulimique, vous avez une pulsion et vous mangez jusqu'à avoir envie de vomir, quoi, jusqu'à ce que plus rien ne puisse entrer. Donc vous avez l'impression d'être un ogre, quoi, d'être un monstre, donc vous vous trouvez immonde. En plus, au bout d'un moment, vous prenez quand même du poids. Vous avez pris combien de kilos ? J'étais montée jusqu'à 70, alors que j'étais à 47. Et à ce moment-là, 23 kilos, vous n'êtes plus mannequin. Non, alors si, je suis toujours mannequin. Sauf que j'ai dit donc que j'arrêtais, sauf que j'avais encore des contrats. Sauf que les derniers contrats auxquels je rentrais limite quoi, dans les vêtements. Et puis les shootings photos, vous avez le droit de faire du 36, c'est la grande fête. Et ensuite, en revanche, ils ne vous lâchent pas. Jamais. Donc j'avais arrêté. Mon agence continuait de m'appeler en me disant « Victoire, tu es prise pour la couverture de Vogue ». Et j'ai dit « je fais du 38, donc c'est pas possible ». Elle m'a dit « mais c'est pas grave, c'est dans 2 semaines ». Donc en gros, en 2 semaines, c'est bon, quoi. Tu peux perdre. Oui, De toute façon, c'est pas très compliqué. Tu manges pas pendant 2 semaines, ça part très vite. Hein. Donc ce ne sont que des conditions comme ça. Et donc je voulais fuir ça. Mon corps m'aidait à le faire, mais je détestais mon corps. Et du coup, j'ai fait le tour de ma maison et j'ai pris tous les médicaments que je trouvais. Je veux disparaître, quoi. J'avais l'impression que personne ne me comprenait, même mes parents. Et c'est justement un de mes petits frères qui est venu dans ma chambre, alors qu'il avait que 12 ans. Donc ça, je m'en voudrais toute ma vie, quand même. Et il m'a dit « Ah, mais Vic, qu'est-ce que tu fais ?» Et je me souviens juste de lui avoir dit « T'inquiète pas, ça va aller. » Et ensuite, je me suis réveillée à l'hôpital. Bon, en tout cas, vous êtes là aujourd'hui Voilà. pour en parler. Et donc, 3 mois d'hôpital. Ouais. Et j'étais aussi dans une clinique psychiatrique. Et donc, j'étais dans la section des troubles alimentaires. Et j'ai rencontré un médecin qui était extraordinaire. Et en fait, c'est le premier à m'avoir dit, donc, Victoire. Mais ça m'a presque fait bizarre que quelqu'un m'appelle par mon prénom, vous savez. Et il m'a dit, alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez que je vous reçoive seule ou avec vos parents ? Mais je ne savais pas répondre. Parce que c'était la première fois en 1 an qu'on me demandait ce que je veux. Que vous demandez votre avis ? Oui, et je n'avais plus d'avis. Et en 2 phrases, il m'a fait pleurer. Et 2 phrases après, il m'a fait exploser de rire. Et ça faisait 1 an que j'avais pas ri, voilà. Et je me suis dit, à ce moment-là, il va me sauver la vie. Et il m'a sauvé la vie. Donc, on le salue. Voilà, on l'embrasse. Alicia,
Vous écoutez attentivement, effectivement. Donc on a vu qu'il y avait des points communs, encore une fois. On est dans le monde de la cuisine, là on est dans le monde de la mode. Et puis vous, c'est danseuse étoile, avec encore une fois une précocité assez exceptionnelle, puisque c'est à partir de 8 ans que vous n'êtes plus chez vos parents et que vous êtes toute la journée dans cet univers qui est très, 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 très exigeant, puisque la souffrance physique est devenue normale. Et vous, la petite fille que vous êtes, a cette espèce de sensation qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, quelle va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Ça se passe au Japon. Vous avez 12 ans. C'est ça. Et donc j'étais en 6e. Et voilà, on va au Japon, c'est extraordinaire. On a un rôle, on a des beaux costumes. Donc on arrive à l'hôtel qui est magnifique également. Mais très vite, voilà, on se lève, on va au cours de danse. Donc toute la matinée, on avait un cours de danse. Ensuite, on allait manger. Et on retournait sur scène. Et en fait, c'était vraiment toute la journée. On dansait toute la journée. Vous êtes au Japon, mais vous ne visitez pas du tout le Japon. Non, quand je dis, voilà, je suis allée au Japon, on va me demander, ah bon, c'était comment je sais pas, il y avait du monde. C'est vraiment... je me souviens pas vraiment du Japon en lui-même. Et voilà, c'était, on danse non-stop. Et donc, j'en pouvais tellement plus. La seule option pour moi, c'était la blessure. Et donc, j'avais un peu mal au mollet. Et j'ai exagéré cette blessure pour ne pas monter sur scène. Alors, eux, ils étaient forcément pas contents parce qu'il fallait trouver une remplaçante. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que vraiment, c'était plus possible. J'avais envie d'avoir une vie normale, d'aller au cinéma avec des amis, de rentrer, de manger avec mes parents. Pour moi, danser, c'était plus de la passion, mais c'était devenu une obligation. Et en disant que j'ai été blessée, pareil, pour eux, c'est excusable. Et quand on est rentré du Japon, après, on avait eu l'examen final de fin d'année. Donc, on fait l'examen. Je me suis pas vraiment donnée à fond. On sort et on ne rentre plus, en fait. On a la vitre, comme ça, et on placarde les résultats avec les noms. Voilà, reçu, hop, le classement, renvoi, Alicia Bayon, au revoir. Après toutes ces années où vous donnez tout. Exactement. Et C'est un soulagement ou à ce moment-là, c'est pas encore un soulagement? je l'ai C'est un rejet. quand même ressenti comme un échec. Parce que, voilà, j'ai quand même vu mon nom affiché, je me suis mise à pleurer. Et maintenant, je pense que c'était plus un soulagement. Et plein de gens m'ont dit, mais c'est dommage, t'as un talent, t'as des capacités, tu gâches ton talent. Donc là, c'est intéressant parce que là, je suis sûr que vous avez vécu la même chose. C'est-à-dire qu'on a bien compris avec tout ce que vous traversez, comment, à un moment donné, vous avez fini par vous écouter, d'une certaine manière, même si c'est votre corps qui l'a fait à votre place. Mais par contre, à l'extérieur, on vous renvoie cette impression de gâchis. Oui. Ouais, complètement. Et puis on est perdu, on sort d'un milieu. Voilà, pour moi, ne plus être danseuse étoile, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis arrivée en 5e, voilà, j'ai pris le bus pour la première fois, c'était extraordinaire. C'était stressant. Pour moi, ma vie, c'était que des couloirs, on sortait pas, c'était une bulle. On n'avait pas de contact avec... terrible. Oui, donc au début, c'était dur, donc je me questionnais beaucoup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais d'un autre côté, c'était moins flou, puisque en soi, quand on rentre à l'école de danse, on a des examens à chaque fin d'année, donc on ne sait pas, est-ce que je vais rester, est-ce que je vais partir? Et au stade final, pour rentrer vraiment dans le corps de ballet, il y a 1 voire 2 places par an pour rentrer. Et à partir d'un certain âge, une carrière de danseuse à 30 ans, on a fini. On est tout rouillé, on nous jette à la poubelle. Donc, pour moi, c'était une libération à la fin. Et maintenant, avec du recul, je me dis quand même qu'il y avait des bons côtés. Ça m'a apporté des bonnes choses, mais ça m'a surtout dégoûtée, déçue. Mais j'ai la sensation qu'il n'y a pas de regret d'avoir arrêté. Parfois? Parfois, quand même. Je vous connais en- des gens qui ont été nommés danseurs étoiles. Je dis, je le connais. Et on se dit, voilà, eux, ils ont réussi. Pourquoi moi, j'ai pas réussi? C'est fou. Donc ça veut dire que c'est un parfum d'échec? Ouais, d'un côté, il y aura toujours ces sentiments d'échec. Parce qu'on se dit, finalement, de ma promo, je suis la seule à pas avoir réussi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était... Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi le problème? Voilà, c'est exactement ça. Vous aussi, sensation d'échec? Non. Moi, je regrette de l'avoir fait, moi. Alexia, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'elles ont traversé, finalement, l'archétype de cette histoire? Parce que c'est à chaque fois vraiment des étapes qui se ressemblent. Hein. Oui, tout à fait. Après, moi, tout à l'heure, je parlais du monde de l'entreprise, mais c'est vrai que c'est des choses dans lesquelles on peut se reconnaître sans avoir forcément des parcours d'exception.
Ce qui est difficile, c'est finalement, c'est des milieux où on n'a pas le droit de dire non, on n'a pas le droit. En fait, on n'est pas entendu, et même par vos proches, vous n'êtes pas entendu, parce que finalement, c'est ce que la société met en avant. Donc, vous êtes, vous incarnez l'élite, exactement. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important, même si là, dans votre cas, vous étiez très jeune, de réussir à garder ses repères, de dire, mais est-ce que moi, ça me plaît? Parce que finalement, personne ne peut se mettre à votre place. C'est très dur de se dire, de s'écouter en fait. On n'a pas encore, je pense, ce truc de se dire non mais en fait ça me convient pas. Donc je vais dire stop. On arrive, en fait ça met du temps. Il y a un moment donné où on va dire voilà là ça va pas. Mais pareil la petite voix qui va nous dire non mais en fait si tu prends un peu sur toi tu peux le faire et tu peux faire en sorte que les choses passent bien. Donc finalement, on a la sensation, évidemment, quand on entend ces histoires, qu'il faut s'écouter, mais ça ressemble à une défaillance. C'est-à-dire que le fait de s'écouter, on a l'impression que c'est pas ce qu'il faut faire, parce qu'autour de soi, que ce soit le petit environnement et même l'environnement familial bienveillant, qui a la sensation qu'on est en train de réaliser un rêve. Et donc, Victoire l'a bien dit, on se sent compris par personne. Donc ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on doit retenir de vos histoires? Au fond, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Déjà que la violence en cuisine, ça existe. C'est pas des choses, c'est pas quelque chose d'anodin en fait. C'est vraiment ça existe et ça peut détruire une vie quoi. Mais que voilà, il faut s'écouter. C'est ça, je voulais savoir si c'était ça. Il faut s'écouter, il faut savoir dire stop. Si ça convient ou pas, ce sont vos mots. Voilà. Et pas faire semblant. Non, surtout pas faire semblant. Finalement, c'est quoi que vous avez envie de transmettre? Moi, c'est vrai que c'est ce que j'essaie d'apprendre à faire aussi aujourd'hui, hein, et je suis loin d'y arriver, mais effectivement, d'essayer d'apprendre à être gentil avec soi-même et d'essayer d'apprendre à être son ami. Alors, c'est toujours plus facile d'être gentil avec les autres qu'avec soi-même, mais essayer de se dire, voilà, qu'est-ce qui me convient dans cette situation de pas forcément faire les choses pour les autres, mais essayer de le faire pour soi. Et donc, ça revient à ça, effectivement, de s'écouter. Mais c'est vrai qu'en général, on se dit, ah bah si, je m'écoute. Soit on se dit, ah bah c'est égoïste ou c'est trop facile. Et du coup, on se dit, ah bah non, il faut que je me dépasse, il faut que je fasse ça. Mais non, en fait. Et c'est comme des gens qui se disent, ah bah il faudrait que je fasse ce boulot ou que j'ai ce truc parce que ça me permettra d'être heureux dans 5 ans ou de gagner plus d'argent et du coup, ça me permettra de faire ça. Ou de me reposer plus tard. Mais pourquoi ne pas se reposer et être heureux maintenant, en fait? C'est stupide. On sait pas ce qui va arriver demain. Voilà, donc essayer finalement de s'écouter et de vivre dans le moment présent et de se connecter le plus possible à ses sensations, à ses envies, mais c'est une philosophie, à mettre... L'apprentissage d'une vie, Victoire. Absolument, l'apprentissage d'une vie. Jamais assez maigre, journal d'un top modèle. Effectivement, il se trouve qu'en plus, vous avez découvert que vous étiez écrivain, vous écrivez bien. Oui, et je l'ai écrit avec une journaliste, ça, Jamais assez maigre, qui m'a aidée, heureusement, mais c'est basé sur mon journal intime, que j'avais écrit quand j'avais 17 ans, et que si ça permet d'aider des gens, tant mieux. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre finalement des jeunes filles qui ont traversé des choses similaires dans des domaines tellement différents? Je pense que c'est important pour nous trois d'avoir été réunis au même moment, parce que en soi, on a partagé un peu les mêmes choses. On a vu qu'on avait eu des étapes un peu similaires. La blessure qui est une des options. Et je pense que vraiment, le partage, ça nous apporte. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Parce que vous avez toutes les trois vécu l'isolement aussi. Oui. Et une grande solitude, finalement. Et c'est toujours confortant de se dire, effectivement, qu'on n'est pas les seuls. Et dans des domaines complètement différents. Et comme quoi, ça n'arrive pas seulement... Dans un seul truc. C'est vrai que vous avez toutes les trois vécu des fractures en fait dans votre vie. Hein. Donc ce que je trouve très intéressant, c'est finalement la manière dont on va cicatriser, dont on va pouvoir finalement se solidifier, en faire une force. Je pense que les personnes que vous étiez avant ces événements, vous n'êtes plus vraiment les mêmes. Mais moi, ce que j'aime bien, alors c'est une petite parenthèse, vous savez, au Japon, il y a un art qui fait que quand on brise un objet, on va le souder avec de l'or, en fait. Ce qui donne, en fait, de la valeur à l'objet. Donc, plus il a été brisé, plus il va prendre de la valeur. Et c'est vrai que dans vos trois vécus, il y a eu quelque chose qui a été brisé, mais je pense que vous allez en faire quelque chose de beau, qui sera peut-être beaucoup plus grand que ce que vous vouliez faire à la base, en fait. Ça vous va? Très joli comme image, c'est parfait. On va être toutes dorées. Génial. Vous allez nous raconter ce que vous faites maintenant, parce qu'il a fallu se reconstruire, et donc vous allez me dire ce que c'est votre vie aujourd'hui. Mais auparavant, je voudrais vous montrer un reportage d'un homme que vous allez adorer. Il est chef en cuisine,
Mais figurez-vous qu'il était, bon, je ne sais pas si je peux dire le mot, mais un peu tyran. En tout cas, ses équipes le décrivaient comme ça. Il en a pris conscience. Et donc, il est peut-être en train de révolutionner le monde des cuisines. Évidemment, les grands chefs, on le sait, c'est très, on l'a dit, hein, très stressant, très organisé, beaucoup de pression. Et lui, il a envie d'instaurer autre chose. C'est une forme de rédemption, vous allez le voir. Mes débuts se sont faits dans les très grosses brigades parisiennes. J'ai eu un apprentissage intense, difficile, des fois tendu, mais ça m'a aussi donné la chance d'apprendre très vite. J'ai toujours vraiment avancé pour être dans le tiercé de tête et pour toujours y arriver. Et j'ai fait comme ça mon petit bout de chemin jusqu'au moment où je suis arrivé un peu à sec. Et j'ai dit, bah voilà, il faut que je fasse un break parce que j'en pouvais plus. Ça faisait 10 ans que j'étais vraiment à fond. Bonjour. Bonjour, chef. Ça va, Nabil? La forme? Salut, Léo. Bien dormi? Ouais. Ça va, Paul? Bonjour. On a tendance à reproduire ce qu'on nous apprend. Et effectivement, quand je suis arrivé, moi, dans la Brière, j'avais encore cette pression de Paris où j'avais envie... toujours d'être le plus pointu possible, le plus rapide, à lancer les assiettes à travers la cuisine ou à mettre des vrais coups de sang pour que le service, on ait l'impression qu'il se passe quelque chose. Et puis très vite, j'ai pris du recul et je me suis dit, mais t'es ridicule à faire ça. T'es tout seul à t'énerver, les gars ils te regardent, c'est pas ça la vraie vie. On va commencer par la Saint-Jacques, ce week-end. Et à la place de la pintade, on va faire le foie gras. Ok. Foie gras poché, bouillon de bardane. Tu es venu ici parce que tu aimes cette nature, tu peux pas être plus sauvage que la nature. Et c'est là où vraiment j'ai eu le déclic et j'ai changé complètement d'attitude. Pour que l'atmosphère soit bienveillante, il faut que tout le monde y mette du sien. Moi, je préfère arriver avec une belle énergie, leur transmettre cette énergie-là, et finalement, ensemble, de manière collégiale, on arrive à créer une symbiose et quelque chose qui fait que ce lieu, il rayonne autrement. En fait, je choisis aujourd'hui les profils en fonction de leur gentillesse et de leur générosité interne. Voilà. Après, le savoir-faire, on le fait, on l'apprend, c'est notre métier. Ça va être un peu épais. Hop, c'est pas grave. T'es là pour apprendre, donc si tu fais une erreur, il y a toujours une solution. Et si tu vois qu'il y a un moment où ça passe pas, ou t'es pas sûr de toi, tu me redemandes, je te remonte une deuxième fois, il n'y a pas de souci, on reprend ça ensemble, et puis tu vas y arriver à force, il n'y a pas de souci, ok? Quand on expliquer quelque chose de manière intelligente, la personne en face comprendra mieux, et du coup, après, elle aura plus envie de bien le faire, tout simplement. C'est Papa Guérin, c'est Papa Poule, c'est mon papa. C'est mon deuxième papa. On inculque des choses, mais en douceur. Et je pense, pour beaucoup qui viennent d'ailleurs, cette douceur, elle est vraiment bénéfique. Je ramasse beaucoup d'oiseaux blessés à qui je donne une autre chance et je les remets à cheval et je leur dis, allez, on y va, prends confiance en toi. Et la confiance en soi, elle est énorme pour avancer. Je tremble. Pourquoi tu trembles? T'es stressé, toi? Ah bon? C'est nouveau, je croyais que tu savais tout faire. Est-ce que tu me donnes tout ça, après je m'en sers. Généralement, les chefs sont très intransigeants et c'est vraiment différent des autres endroits. Ici, ils prennent vraiment le temps de bien nous parler, de bien nous expliquer. Pour moi, l'excellence, c'est pas être dur, parce que quand on arrive au travail, si déjà on arrive avec la peur au ventre, c'est pas bon. Au contraire, il faut vraiment arriver avec le sourire, la joie de vivre. La force, elle est là, elle est vraiment dans le plaisir, dans la bonne humeur, dans la joie. Et j'espère leur transmettre la cuisine, effectivement, mais leur transmettre un message différent pour qu'ils construisent des restaurants demain différents. On va y aller avec 2 tartares et 2 veloutés. Laura, tu vas à la 22, s'il te plaît. Ma cuisine, je crois qu'elle est vivante, elle est pleine d'humanité, sur une bonne dose de contraste, une bonne dose d'amour et de savoir-faire. Voilà.
Éric Guérin, chef pas comme les autres. Avant d'avoir vos réactions, je présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage. Donc Céline, Brigitte et Luc. Bonjour. Et Francisca, évidemment. On a envie de savoir ce qui se passe dans votre tête. C'est compliqué. J'aurais aimé faire... Enfin, j'espère qu'un jour, je serai comme lui, j'aurais réussi à relativiser, mais là, c'est... Parce qu'au fond, ce qui vous émeut, c'est quoi? C'est que d'un coup, c'est l'univers de la cuisine et tous ces bruits, ça vous rappelle des tas de traumatismes? Oui. Ou est-ce que c'est de se dire, waouh, si au lieu de rencontrer ce type qui m'a donné une gifle dans une chambre froide, j'avais rencontré quelqu'un comme ça, peut-être que j'aurais fait un choix différent. Peut-être que je travaillerais dans un enfin, j'aurais réalisé mon rêve, en fait. Alors, il dit qu'il recueille, c'est sa formule, hein, des oiseaux blessés. Donc évidemment, on pense à vous. Est-ce que vous avez envisagé dans votre tête que s'il y avait une deuxième chance, s'il y avait un être humain comme celui-là, est-ce que vous vous êtes dit plus jamais, ou est-ce que vous vous êtes dit waouh, si un mec comme ça existe sur Terre, forcément. En fait, j'essaye de ne pas me dire plus jamais. J'essaye quelque part dans ma tête de me dire qu'un jour je retournerai à la cuisine. Mais pour l'instant, je suis trop... Vous vous sentez pas prête? Non. Ouais, Francisca, je voudrais juste poser une question, c'est peut-être un peu... voilà, mais est-ce que vous avez porté plainte, en fait, par rapport à Non, parce que déjà, le fait de me soigner, ça a été très long. Et j'avais pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie parce qu'à un moment, si je portais plainte, j'allais me retrouver face à lui encore. Et j'avais pas envie. Ça aurait été la fin. Bon, en tout cas, vous avez dit, j'essaie de ne pas dire non définitivement. Le jour où vous vous sentez prête, franchement, après ce que je viens d'entendre... Après ce que je viens d'entendre, Éric Guérin a dit « J'adore redonner une seconde chance à des gens qui ont vécu ce traumatisme ». C'est presque un saint dans le monde de la cuisine, cet homme-là. Oui, et ça ne l'était pas. Hein. Bon, vous me promettez que vous allez le rencontrer? J'espère. Alors, je vais vous donner son numéro. Alors, ce qu'il y a d'amusant dans l'histoire d'Éric, c'est qu'au départ, il ne se destinait pas du tout à être chef cuisinier. Éric, il voulait être artiste. Il rêvait de faire les beaux-arts. Et puis, il avait une maman qui était galériste. Et lorsqu'elle faisait des vernissages, elle faisait la cuisine pour les personnes qui étaient là. Et donc, il aidait à décorer les plats, il préparait le plateau de fromage, après il faisait les gâteaux avec elle. Et alors en plus, il avait des grands-mères, dont une était toulousaine, comme toi, ça, c'est formidable, et une autre qui était alsacienne. Incroyable, c'est vrai. Il pouvait pas être autre chose que cuisinier. Et bien voilà, et donc il voyait préparer des choucroutes, des cassoulets, etc., etc. La vocation est venue petit à petit. À 15 ans, il fait l'école hôtelière. Et il débute dans les grands restaurants parisiens, chez Taïwan, le Jules Verne, le restaurant de la Tour Eiffel, et aussi la Tour d'Argent. Il est d'abord commis, puis chef de partie. Et quand on est chef de partie, on a des commis sous ses ordres. Et là, comme il avait une forte personnalité, qu'il était un peu... un peu rugueux, on va dire, eh bien, on lui demande de s'occuper des petits commis et de les tester. Moi, j'appelle ça plutôt du dressage, parce que c'était assez violent, comme vous savez. Il le dit lui-même, hein, il dit je balançais des assiettes à travers la pièce. Il a même donné des coups de poing. Il le reconnaît. C'est rare les gens qui reconnaissent leurs erreurs. Oui, mais il le reconnaît. Mais alors pourquoi il faisait ça? Parce que lui-même avait subi la même chose. Et il a raconté. Oui, c'était un mode de fonctionnement. Il se disait qu'il y avait que comme ça que ça marchait. Un jour, par exemple, il était en train de laver des champignons dans un récipient, et le chef a trouvé qu'il avait mis trop d'eau. Eh bien, vous savez ce qu'il a fait, le chef? Il a pris la main et il l'a mise sur la plaque. Ces gens-là restent en cuisine, on les emmène pas en prison. Eh ben non. Alors donc c'était un bizutage. Donc il est devenu, au fond, ce qu'il avait observé autour de lui. Exactement. Il en était un bel exemple. Et la prise de conscience, ça s'est passé comment? D'abord, il y a quelqu'un qui lui a dit c'est pas possible de continuer comme ça, chef. Et du coup, il s'est dit il faut travailler dans l'harmonie un petit peu, être un peu plus. Et c'est ce qu'il a fait. Et il met de la musique dans son... Alors c'est la musique qu'il met... ça m'a plutôt agacé qu'autre chose, mais bon. Toi, t'aurais mis quoi? Les Rolling Stones, par exemple. Les Rolling Stones, je les aime. Et donc, il met de la musique et puis il fait pas que ça. Il donne des cours de théâtre. À ses collaborateurs? Oui, à ses serveurs. Pourquoi ils donnent des cours de théâtre? Pour qu'ils aient une gestuelle un peu meilleure, qu'ils savent bouger leur corps, qu'ils arrivent à communiquer entre eux. Et alors moi, j'ai pensé à quelque chose. Je suis sûre que Fred, tu vas y penser aussi. Le film de Finesse, le grand restaurant. Mais voilà, c'est comme ça. Quand il fait son petit ballet là, avec
Oh, mais lui, c'était un tyran aussi. Hein. Bah justement. Monsieur Septime. Hein. Bah oui, mais alors lui, il est plus tyran maintenant, Eric. Bon, d'accord. Mais n'empêche que et c'est un peu la même chose. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est que je sais pas si vous vous rappelez de la musique. Non. Mais si, parce que bon, ça vous allez pas le croire, mais j'ai fait de la danse classique pendant très longtemps. Ça ne se voit plus trop. Et quand on fait de la danse classique, quand on est à la barre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a une musique, il y a toujours un pianiste et tout. Et la musique, c'est la même que là. C'est ta 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 ta. Voilà. Vous la connaissez cette musique ou vous Vous la connaissez? Ça vous dit rien? Je sais pas quoi répondre là. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non? Sûrement. Non, mais soyez vous allez francs, faire- oui, non, vraiment, je comprends ce que vous voulez dire. J'ai pas reconnu la musique, mais, parce oui. que je l'ai Non, mais- fait trop vite. Donc il leur met de la musique. Bon, d'abord on voit comment il leur parle, il connaît les prénoms, vous avez remarqué. Ouais, ça change. Et donc ils sont pas tous habillés pareil. Ah bah non, parce qu'il s'est dit, il faut respecter la personnalité de chacun. Il faut, oui. Waouh. Il faut que je vous le présente. Tout le monde est égal, que ce soit le chef de rang, le sommelier, le commis. Il fait pas de différence. Et il n'y a pas de friction entre la salle et la cuisine? Pas du tout, les serveurs, tout le monde. Non, il n'y a aucune friction, franchement. Non. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait pour unir tout ce monde? Eh bien, 2 fois par an, il les emmène visiter la région, voir les producteurs, parce que lui, il a envie de mettre en avant aussi tous les produits locaux. Voilà. Et donc, il emmène, il fait des fêtes pour Noël, enfin. Et il est devenu le centre de la non-violence en cuisine, et il est suivi maintenant par d'autres. Non, mais sans plaisanter. Je te crois. Il est en train de faire la révolution, Eric Guérin. Ah oui, complètement. Et il se dit qu'on n'a pas besoin d'être sous pression pour être performant. Voilà. Et alors, il appelle ses petits commis et tous les serveurs et tous ceux qui sont... Il les appelle ses piafs. Et donc, il suit ses piafs. Après leur départ, il les conseille, il les guide. C'est une famille pour lui. Bah oui, Voilà. ça se voit. De toute façon, ouais, Faut y aller. il y a ce qu'il dit et puis il y a ce qu'on voit. Alors vous Oui. qui avez Oui. l'habitude, est-ce que vous avez senti, au-delà des mots, une atmosphère particulière? Bien sûr, rien à voir. Rien à voir. Il y en a un qui dit qu'il n'a pas la boule au ventre pour aller au travail le matin. Voilà. Waouh. Bon, Francisca, est-ce que vous allez le rencontrer? J'espère, vraiment. J'ai envie de le rencontrer. Si Brigitte organise un rendez-vous, vous irez. Ah oui. Ah Parce oui. que nous, on a tous senti quand même que quand vous avez parlé du début, finalement... hein, C'est sa passion, c'est ta passion. Il faut que voilà. tu Et donc, le fasses. finalement, au-delà de ce métier qui est très difficile, c'est une mauvaise rencontre. Souvent l'image de croquer dans un fruit pourri. Et qu'au final, on est dégoûté. On aimait bien ce fruit avant, mais au final, on est dégoûté, on n'a plus envie d'en manger, en fait. Et qu'au final, on en mange un autre, et au final, on se rend compte que c'est un fruit préféré. Donc, un challenge pour Eric Guérin. Si vous lui redonnez le goût, bah, vous admirez jusqu'à la fin de vos jours. Merci beaucoup. Merci, Brigitte. Merci. Je suis contente. Et juste un mot aussi, Alexia, parce que c'est vrai que c'est communément répandu que finalement, sous pression, on est performant, etc. Alors, lui fait partie de ceux qui pensent qu'au contraire, on est meilleur quand on n'a pas la pression. Alors, de toute façon, un être humain, il n'est pas conçu pour travailler de manière, on va dire, permanente, sans pause. Hein, là, on voyait bien aussi dans votre témoignage qu'il n'y avait pas de pause. Déjà, notre cerveau, il a besoin, toutes les 50 minutes, d'être en pause. Donc déjà, c'est naturel. On ne peut pas être perpétuellement sous pression. Mais je trouve qu'on s'épanouit de toute façon tellement plus quand c'est notre personnalité qui est mise en avant. Et c'est exactement finalement comme dans une relation, quand on est avec quelqu'un qui fait s'épanouir tous nos bons côtés. Ou voilà, tandis que quand on est formaté, on... On le prend comme vous êtes, quoi. Voilà. Bah oui. Luc peut en parler, je l'ai pris comme il était. Il y a des émissions où il a demandé de perdre l'accent. Nous, on a dit, on le prend avec l'accent, avec la mèche. Oui, non, mais tu crois pas si bien, parce que moi, on m'a refusé des boulots à cause de mon accent. Non, c'est vrai, hein, sur la place de Paris. Ou on t'a proposé de présenter la météo. Non plus. Mais... non, même pas. On a dit, c'est bien ce que vous faites, mais l'accent, ça va pas du tout. Alors moi, je vous ai fait un petit florilège d'ouvrages que j'ai trouvé très chouette. Et je voulais parler de l'hôpital. Sur les coulisses, finalement, de ces métiers. Ouais, les coulisses de ces métiers, l'envers de ces décors-là. Bouquin très bien fait qui s'appelle Omerta à l'hôpital du docteur Valérie Auslander, médecin généraliste, et qui a voulu témoigner de ce que pouvaient vivre les étudiants dans les métiers de la santé, que ce soit en école de médecine, en école d'infirmier, école d'aide-soignant. Et parce que c'est un domaine où il y a très très peu d'études de fait là-dessus, mais il y en a une récente de 2016 qui explique que 40%
des étudiants, en fait, sont en souffrance émotionnelle, épuisement émotionnel. Énorme, Concrètement, 40%. Et il y en a 14% d'entre eux qui ont des idées suicidaires. Donc, on ne se sent pas très bien quand on est en études de santé, on va dire. Voilà. Et donc, c'est quand même un paradoxe. Hein, parce que ils sont en train d'apprendre à prendre soin des autres, mais ils ne prennent pas soin d'eux. Voilà. Et donc, elle a réussi, depuis 2015, à recueillir plus d'une centaine de témoignages qui sont à l'intérieur de cet ouvrage pour justement briser cette omerta. Et c'est là que tu me dis, mais quels exemples de témoignages? Quels exemples? Non, voilà. Il y a l'exemple de cette dame qui doit faire un stage au sein d'un hôpital, qu'on met derrière un guichet, parce qu'elle elle doit être responsable des patients qui sonnent, vous savez, dans la chambre quand on sonne, voilà, donc chef des aides-soignantes, mais elle fait un stage. On l'oblige à y rester 12 heures. 12 heures d'affilée, sans manger, sans se lever, et sans avoir la possibilité d'aller faire pipi. Cette dame fait ça pendant des périodes très très longues. Aujourd'hui, elle a 45 ans. Elle ne sait plus faire pipi. C'est-à-dire qu'elle a une sonde accrochée. Il y a de la maltraitance, des conséquences terribles de maltraitance. D'accord ? Je vous passe, parce que ça aussi c'est réel et c'est pas des cas isolés, des histoires d'harcèlement sexuel. Une jeune femme qui est en dernière année de médecine, qui se fait harceler par un médecin-chef, qui ouvertement commet des actes répréhensibles, et pour ne pas justement faire de vagues au sein de l'hôpital, qui ne le dira jamais, et qui ne le dira jamais auprès de son mari, son propre mari, qui est médecin au sein du même hôpital. Pour pas que ça crée des histoires. Pas de celle par qui le scandale voilà, et elle le révèle dans cet ouvrage. Et des cas qui sont encore plus dramatiques, puisque l'histoire de jeunes étudiants qui subissent les bizutages au sein de la fac. Et là, c'est un frère qui témoigne parce que son frère n'est plus là. Il s'est donné la mort et il a vécu des humiliations, des jeux à base de boissons, des humiliations sexuelles, des injures, ben voilà. Et ce garçon s'est pendu dans sa chambre d'étudiant. À cause d'un bizutage. À cause d'un bizutage qui a mal tourné. Est-ce qu'elle propose des solutions? Alors, c'est ça qui est intéressant aussi. Outre les témoignages, on retrouve aussi 9 experts qui ont témoigné, des médecins psychiatres, des psychologues, des philosophes, des infirmiers, qui proposent des solutions. Bon, ben déjà, des campagnes plus fréquentes de sensibilisation et d'information sur ce que sont les maltraitances dans les métiers de santé. Installer des points d'écoute. Vous êtes à l'hôpital, vous faites votre stage, et bien là, vous pouvez aller dans cet endroit et on va pouvoir vous écouter. Voilà. Et dernière proposition que j'ai trouvée intéressante aussi, c'est qu'il y ait au sein de chaque service dans l'hôpital un médiateur. Quelqu'un, on sait que lui, c'est un référent. Lui, on peut aller le voir, lui, on peut aller en parler, on peut lui parler. Un autre livre, un autre univers. Autre bouquin, autre univers. Alicia, je ne sais pas si vous connaissez Ballerine de Sophie Flack. Eh ben non. Eh ben non, voilà. Alors là, c'est l'histoire d'une danseuse qui n'est pas française, mais qui est américaine, qui a été danseuse pendant 9 ans au New York City Ballet et qui a quitté en 2009 parce qu'elle voulait fonder une famille, et donc elle a tout arrêté. Ben, c'est un roman, là. C'est l'histoire d'une jeune fille. Alors c'est un roman qui est plutôt pour les ados, mais qui est vachement bien parce que il traite vraiment de la compétition qu'il peut y avoir entre les jeunes filles. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Voilà, donc ça s'appelle Ballerine de Sophie Flack, c'est pas mal. Donc c'est votre histoire, mais en américain. D'accord. Voilà. Et dernier, ben là ça va vous parler à vous, je ne sais pas si vous connaissez Benedetta Blancato. Oui. Vous la connaissez? Un ancien agent. Confession d'un agent de mannequin. Ça s'appelle Enfer Fashion, aux éditions Calman Levy. C'est une Milanaise qui a vécu à Paris, dans une grande agence, et qui parle, alors moi ça m'a effaré, parce que je ne connais pas du tout ce milieu, vous allez me dire, hein, qui parle de la marchandisation des filles. Comment on doit placer ces filles? Mais ça fait penser à d'autres la métiers. prostitution, ouais. Voilà, clairement. Alors il faut que les filles, elles soient, pour les vendre, pour des grandes marques, il faut qu'elles soient guicheuses, mais pas trop. Il faut qu'elles fassent un télo, qu'elles prennent un bouquin, plutôt que d'avoir des écouteurs, écouter de la musique. Mais Victor nous a dit qu'en fait, elles sont sous-alimentées, donc elles n'arrivent pas à se concentrer. En fait, un bouquin à l'envers. En fait. Voilà. Il faut parfois, elle donne des exemples, ouais, je leur dis, prends un carnet, dessine comme si tu étais créative. Enfin voilà, on leur fait jouer des rôles. On vous a donné des astuces de ce genre pour donner une impression? Non, moi, on m'a pas dit ça, mais c'est vrai que moi, j'étais avec des bouquins, des trucs, et moi, j'étais très studieuse de toute façon, donc j'allais pas aux soirées, j'allais pas... Mais par exemple, pour un grand créateur parisien, il aimait les jambes. Donc pour son casting, il fallait mettre les talons les plus hauts, la robe la plus courte et se huiler les jambes.
Voilà, donc pour lui, c'était ça. Mais c'est vrai que ça faisait Donne des très astuces pour faire bonne impression, proxénétisme. quoi. Absolument, et ça s'apparentait à du proxénétisme pour beaucoup de choses. Même moi, mon agent nous appelait, il disait « mes filles ». Donc ça rendait mon père dingue. Il disait « tu es ma fille » pour beaucoup de choses. Et puis elle parle aussi beaucoup des pourcentages des agents. Parce que voilà, moi, en 8 mois, j'aurais dû gagner 100 000 euros, j'en ai eu 10 000 sur mon compte. Voilà, alors moi, c'est ça que j'ai appris. C'est intéressant que vous disiez ça. Moi, j'ai appris que les mannequins, comme vous, elles souffrent de surendettement. Je ne savais pas du tout. Alors le système, c'est quoi? C'est que les agences, elles avancent de l'argent. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, vous avancez, donc vous êtes endetté. Voilà, pour faire ton book, tu sais, où tu fais les photos, les transports, pour les voyages, pour l'hébergement, les appartements. Voilà. Et donc, du coup, on est redevable de son agent. Il y en on a a des plein dettes. qui ne peuvent pas arrêter, du coup. Et voilà. Un piège, en fait. Hein. Ouais. Non, mais c'est très intéressant parce qu'on a deux points de vue. On a le vôtre, je rappelle votre Mais livre Jamais assez mec, journal d'un top modèle, et puis on a celui d'un agent qui conforte. Ils sont très complémentaires, oui. Voilà. C'est-à-dire que finalement, c'est deux points de vue différents sur un système qui fait rêver. C'est ça le paradoxe des paradoxes. Voilà. Merci, camarade. Avec plaisir. Céline. Moi, je vais rebondir justement sur ce sujet avec un homme qui s'est élevé contre tous ces abus, un agent, un ancien directeur de casting dans des pays d'Europe de l'Est, à Moscou. Il s'appelle Matan Iziel, il a travaillé pendant 10 ans, il était directeur général de plusieurs grandes agences de mannequins. Et forcément, il se sentait un peu le roi du pétrole. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être directeur d'agence? C'est surtout dans les pays de l'Est, on a une fille sublime au bras, on gagne beaucoup d'argent, on enchaîne les voyages en business, en avion, dans les grands restaurants, etc. Et surtout, notre boulot, c'est de trouver des filles toujours plus belles, toujours plus maigres, toujours différentes. Donc, il a décidé un jour de changer complètement, et c'est d'avoir vu tous ces abus dont vous parlez justement, donc l'anorexie, la boulimie bien sûr, mais aussi les abus sexuels, donc les filles qui acceptent en échange de travail de donner des services sexuels, la drogue, parce que pour tenir, quand on n'a pas assez à manger, on se drogue. Ça coupe la faim. Mais est-ce que lui, il est un repenti? C'est-à-dire, au fond, il l'a fait pendant plusieurs années, et puis un jour, il a une prise de conscience. Il a une prise de conscience réelle qui venait de sa bonne éducation. On parle de l'environnement. Il a été éduqué avec des sœurs, dans une famille aimante. Son papa est un cardiologue. Et il s'est rendu compte que il avait une petite voix au fur et à mesure pendant toutes ces années qui lui disait « Est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais ?» Quand il voyait les filles dans des situations terribles, quand on les forçait à manger du coton, par exemple, pour se remplir l'estomac. Non, mais... Oui, il y a plusieurs tactiques. Il y a du coton, il y a du papier. Et c'est de quoi le but? Ça remplit l'estomac, donc on a l'impression... du coup, on grossit pas. Voilà. Et donc, c'est très dangereux, parce qu'il faut dire jeune fille de ne pas le faire. Exactement. Donc, on parle des excès dangereux, c'est ça qu'il dénonce. Exactement. Donc Il là, le on dénonce. l'apprend tous, on a tous... Ah oui. Donc forcément, il voyait ça, il y avait cette petite voix qui lui disait, de son éducation, qui lui disait « Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai raison ?» Et forcément... Au bout d'un moment, il a eu envie de faire quelque chose. Donc, il a commencé par quitter son métier, par utiliser l'argent qu'il avait gagné pour aller aider les filles, donc payer leurs dettes pour la plupart, les faire accompagner par des médecins, des diététiciens et des psychologues. Il s'est occupé des dettes des mannequins. Il s'est occupé des dettes des mannequins, surtout que c'était souvent des filles de l'Est qui venaient de familles qui ne connaissaient pas du tout le milieu aussi, donc qui étaient complètement démunies face à tout ce qui leur arrivait. Et il s'est dit que ça ne suffisait pas. Donc, comme ça ne suffisait pas, il a eu l'idée de créer une plateforme Internet où il donnait la parole à ces femmes. Et je vous propose de regarder la petite interview de Susanna, mannequin polonaise de 28 ans. Je m'appelle Susanna et je suis mannequin. Ancienne athlète, mon agence m'a demandé de perdre ma masse musculaire en ne mangeant plus et en ne faisant plus de sport. J'ai suivi leurs conseils, mais je suis rapidement tombée dans l'anorexie, puis la boulimie. J'étais très faible, très fatiguée, tout le temps, au point de ne plus avoir mes règles pendant 3 ans. J'avais des problèmes avec mes dents, mon teint était gris, ma peau était sèche et mes cheveux commençaient à tomber. C'était une expérience horrible et même si aujourd'hui je ne suis plus anorexique ou boulimique, j'ai toujours un rapport très particulier avec la nourriture. J'ai suivi leurs conseils parce que je voulais travailler, parce que je voulais atteindre les objectifs qui m'étaient demandés, mais je ne me sentais ni jolie, ni puissante, ni forte. Donc Victoire, personne ne pourra jamais dire que vous affabulez.
Oui, bah de toute façon, on vit toutes exactement la même chose. Après, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une... C'est génial de faire ça parce qu'il y a une telle omerta dans ce monde-là qu'on ne peut en parler que quand on le quitte. Et c'est ça qui est terrible. Mais effectivement, quand je dis c'est dangereux, il faut absolument pas le faire, c'est effectivement pas des paroles en l'air. Parce que, voilà, effectivement, on n'a pas ces règles pendant des mois ou des années. Moi, j'ai des amis aujourd'hui qui ont mon âge qui sont stériles à cause de ça. Quoi ? Le fait de se sous-alimenter, ouais. Ça provoque ça. Et de tomber dans l'anorexie, voilà. Moi, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'avais le squelette d'une femme de 70 ans. Tellement j'avais d'ostéoporose. Donc j'ai vous aviez 19 ans. Et j'ai dû manger des tablettes et des tablettes de calcium pour reconstituer mon squelette. J'ai perdu la moitié de mes cheveux. Et puis aujourd'hui, voilà, ils sont là, mais ils poussent pas à plus. Et puis, au-delà des séquelles physiques, c'est effectivement psychologique et moral. Donc, il y a la reconstruction de l'estime de soi, et ça prend énormément de temps. Et puis, effectivement, comme le disait aussi cette jeune femme, le rapport à la nourriture, c'est extrêmement compliqué. Même encore aujourd'hui ? Ouais. D'accord. Alors, non, c'est toujours... Alors, vous allez me dire ce que vous faites aujourd'hui dans la vie, et toutes les deux. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Oui, alors Matane, ça s'appelle Real Woman, Real Stories, donc les femmes réelles et des histoires réelles, parce que l'intérêt, c'est de leur donner de l'espoir, de leur dire que leur histoire compte, mais aussi de personnifier. Quand on voit cette jeune femme, c'est plus juste une information qu'on reçoit comme ça, on l'identifie. Donc, c'est briser cette chape de plomb, permettre à ces femmes d'exister et changer le regard sur cette profession. Pour l'instant, ce sont principalement des mannequins et quelques actrices dans cette première série. Mais il va y avoir des journalistes, parce que c'est un métier où les femmes souffrent énormément, le milieu de la politique, également le milieu du sport. Donc il y a d'autres petites interviews qui sont prévues, c'est visible sur YouTube. Et rien que cette vidéo, par exemple, elle a été vue 250 000 fois. Donc c'est que le message circule. C'est important, effectivement, pour ces jeunes femmes qui ont subi ça, pour celles qui sont tentées par ce milieu, Exactement. et puis pour toutes ces jeunes filles qui lisent les magazines dans lesquels vous vous retrouvez, au fond, qui voudraient vous ressembler, Absolument. alors que vous venez de nous raconter un truc effroyable. À 19 ans, un squelette d'une femme de 70 ans, c'est important de le répéter, en fait. Oui. Merci beaucoup, les camarades. Merci beaucoup. Alors donc, Victoire, aujourd'hui... Aujourd'hui, je suis comédienne. J'ai étudié à la Lambda, qui est un conservatoire d'art dramatique à Londres. Et du coup, j'ai un agent et je passe des auditions. Donc, c'est retour au casting, Oui, il faut être mais choisi. parlant cette fois. Et cette fois, vous parlez, vous avez un prénom, Victoire. Voilà. D'ailleurs, votre nom d'artiste, c'est quoi ? C'est Victoire ou ça... Doxer. Victoire Doxer. J'ai gardé juste un des deux noms de famille. Bon. Donc, on retient et on est. Donc, prévenez-nous dès que vous êtes au théâtre, dès que vous avez un rôle au cinéma. On va suivre ça de très très près. Merci beaucoup d'être venu. Merci vraiment. Francisca, on est bien d'accord. Vous avez promis que si Brigitte décroche un rendez-vous avec Éric Guérin... Mais elle va, on ne me résiste pas. Éric ne va pas résister à Brigitte. Et c'est bien que vous parliez, en tout cas, si il a cette sensation qu'il peut réparer les choses. Nous, on a la sensation que finalement, c'était une mauvaise rencontre, mais que ça vous correspondait de vouloir faire plaisir aux gens. Merci beaucoup d'être venu nous parler en toute franchise. Et puis, Alicia, aujourd'hui, votre vie, c'est quoi ? Je fais des études en économie et gestion en 2e année à l'université Paris-Dauphine. Et dans un monde idéal, vous feriez quel métier ? Je ne sais pas encore, ça reste encore flou, mais je pense qu'en avançant, je découvrirai une autre voie. Après, la danse, c'est fini, c'est complètement fini. Dansez même plus dans les mariages, on m'a dit. C'est plus la même danse, on va dire. Bon, merci sincèrement à toutes les trois. C'était vraiment très, très, très émouvant. Et puis, vous avez vraiment pris la peine de raconter dans le détail. Donc, il y avait beaucoup d'authenticité, beaucoup d'écoute entre vous. Donc, merci sincèrement. C'est une très, très, très belle émission. Très riche d'enseignements. Hein. Riche d'enseignements. Merci Alexia pour vos éclairages. Et merci à vous pour votre attention. J'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve très, très vite sur France 2. Demain, dans 1001 vies, nos invités évoqueront avec nous les raisons qui les ont poussés à disparaître du jour au lendemain. Je dois partir parce que c'est plus possible, j'ai l'impression que je suis dans un train qui va dérailler. Depuis plusieurs jours, Ralph prépare minutieusement sa disparition. Le 14 février 2014, au petit matin, il met son plan à exécution. La lettre est sur le bureau, j'écris pardon sur le mur de ma chambre avec de la peinture et je m'en vais, direction la frontière luxembourgeoise. Mal dans sa peau, Ralph rêve d'horizons lointains. Le jeune homme apprend à vivre au jour le jour. On est devenu un sans-abri qui doit survivre. Je sais ce que c'est dormir dehors, c'est horrible. Boulimique de travail, Betty quitte son mari et ses enfants sur un coup de tête. Le début d'un long calvaire. Presque 5 jours sans boire et sans manger, c'est normalement pas possible. Hein. Les pompiers arrivent et puis on m'emmène
à l'hôpital et là, je suis directement perfusée. De son côté, Pascal, le mari de Betty, oscille entre sanglots et espoir. Avec son fils aîné, il va tout mettre en œuvre pour retrouver sa femme. Avec Julien, je me décide de longer une rivière qui passe pas loin de chez nous, en me disant, pourvu que je trouve pas de sac, c'était vraiment noir dans la tête.